Ah bah tu veux pas l'envoyer à Utah pour accélérer le projet là justement là? Tu fais le duo là sur le backcourt, le duo des ailiers surpayés, j'ai envie de dire, entre Brandon Ingram et Lauri Markkanen, ou le duo des ailiers planchers, parce que c'est méchant de dire qu'ils sont Ouais, c'est vrai. surpayés, Ouais, non, même c'est si plancher, ouais. c'est pas complètement faux, mais un duo d'ailiers planchers comme ça à Utah, vraiment, c'est parfait. Là, t'accélères le projet. Hello à toutes et tous et bienvenue dans Dunk Hebdo, c'est Greg ce soir, je suis en compagnie de deux de mes comparses de l'équipe DH. On va parler d'un sujet passionnant une nouvelle fois cette semaine. Constant, comment vas-tu? Ah, très bien. Ça fait longtemps que j'étais pas venu dans le podcast Dunk Hebdo, là. Ça faisait plus d'un mois. La dernière fois que j'étais passé, c'était pour parler des reconstructions. Donc ça commence à dater un petit peu. Depuis, OKC a réussi à perdre 2 matchs face à Dallas. Voilà, j'ai pas besoin d'en rajouter. De toute façon, voilà, OKC face à Dallas. Bon bah écoutez, PJ Washington est quand même la clé de qui va sortir de la conférence Ouest. Hein. Faut quand même avoir des bollocks pour la sortir sans perdre une dent. C'est que voilà, le sort de la conférence Ouest dépend de PJ Washington. Mais non, mais à part ça, très heureux de vous retrouver pour parler d'un sujet qu'on a déjà fait à Dunk Hebdo, mais auquel je n'étais pas présent la première fois que ça a été effectué. Et nous non plus, Matt, on n'était pas présent la première fois que ce sujet a été fait puisque nous sommes les rookies. Tu es un peu le LeBron James et je suis un peu le Darko Milicic de la draft de Dunk Hebdo. Non. Ah, je plaisante, je suis 100% Dwayne Wade, ça va pas ou quoi? Comment ça va, Matt? Bah écoute, ça va. Ce qu'on disait en off, mes Sixers gagnent quand il faut perdre et ils perdent quand il faut gagner. Voilà, c'est super. C'est bien. Pour le pic de draft, c'est bien. C'est vraiment une saison extraordinaire côté Philadelphie. Et d'ailleurs, on vous invite toutes et tous à aller écouter le premier épisode qu'Amine et Matt ont enregistré, l'épisode du nouveau podcast sur les 76ers qui porte le nom de 76, un nom magnifiquement trouvé. Par toi, d'ailleurs. Si, il faut le dire. Non, mais surtout très très bon pote, ça fait plaisir en tant que, pour le coup, il y a Constant et moi-même qui font partie de podcasts, disons, de franchise, Valley Hoop et vous avez changé de nom, je crois. Non, Constant, c'est toujours We Are Thunder France. C'est We Are Thunder, ok. Ça n'a pas bougé. Voilà, We Are Thunder, deux podcasts de franchise et 76 qui rejoint le wagon. Il y en a d'autres, évidemment, je pense au podcast des Sacramento. Il y a le Audi Maps aussi que j'aime beaucoup. Cellule Grise, évidemment, avec notre ami Tom. Bref, pléthore de podcasts, mais Dunk Hebdo, abonnez-vous évidemment à tous nos réseaux. Envoyez-nous autant d'étoiles et de pouces qu'il le faut sur toutes les plateformes que vous préférez, que ce soit YouTube ou votre plateforme de podcast favorite. On va attaquer avec le thème juste après la pause. Le thème de ce soir, c'est « Nous sommes dans la peau des agents de joueurs et nous cherchons les meilleures destinations pour nos petits chouchous ». Petite pause et on se retrouve juste après. Salut, c'est Ben, je me permets de rallonger la pause pour vous indiquer qu'on fait une petite FAQ, voilà, la semaine prochaine, donc n'hésitez pas à nous mettre vos questions, à nous poser vos questions dans les commentaires de cette vidéo YouTube. Greg le fait très très bien à la fin de l'épisode, mais je connais le watch time, je sais que certains d'entre vous ne seront plus là, donc n'hésitez pas à nous laisser vos questions en commentaire, et puis moi je vous laisse avec ce magnifique trio, Constant, Greg et Matt, sur ce superbe épisode des agents. C'est parti les gars, on va attaquer ce thème finalement particulier, mais je trouve hyper intéressant parce qu'il met en perspective des stratégies, disons, économiques, des stratégies de carrière, et chose qu'on aborde finalement assez peu quand on parle de basket et quand on aime autant parler de jeu et de terrain. Là, on va retourner du côté des coulisses. On avait fait un peu ce genre de podcast quand on avait parlé du cas, notamment Butler et puis d'autres. Mais on va aborder aujourd'hui une liste, je crois, de 11 ou 12 joueurs en tout. Que je vais vous donner en vrac rapidement avant qu'on démarre. Julius Randle, Jeremy Grant, Robert Williams 3, Cam Johnson, John Collins, Zach LaVine, Yusuf Nurkic, Bradley Beal, qu'est-ce que j'ai oublié? Jimmy Butler, Brandon Ingram, et je crois que j'ai tout dit. Nikola Vucevic peut-être également. John Collins. Et John Collins, et joueur qu'en plus j'adore cette saison, particulièrement du côté du Jazz, équipe adorée de Constant. On en parlera évidemment. On attaque les gars avec le joueur de votre choix. J'ai envie de te lancer Constant en tant que taulier de cette émission. De qui tu veux nous parler et de quel trade tu veux proposer? Je rappelle aux téléspectateurs de ce podcast, Constant ce soir, Matt et moi-même, nous sommes agents de joueurs et nous allons donc vous proposer des trades en tant qu'agents.
Voilà, on essaye de prendre la meilleure destination pour notre client et pas forcément la meilleure destination sportive, j'ai envie de dire. Moi, pour le premier joueur, j'ai envie de reprendre un peu dans l'ordre de la trame que tu nous avais envoyé, Greg. J'ai envie de parler de Bradley Beal directement. On met les pieds dans le plat, on parle du sujet Phoenix, on parle du sujet Bradley Beal. Et moi, en tant qu'agent de Bradley Beal, moi, j'ai deux destinations. Je vais trancher juste après, mais j'ai deux destinations où je réfléchis sur lesquelles je pourrais l'envoyer. Alors déjà, je demande l'accord à mon client de s'il est OK pour aller dans cette destination, hein, puisque bien sûr, il faut qu'il enlève sa no trade clause pour pouvoir accepter de partir dans cette destination. Mais si Bradley me dit OK, je suis d'accord pour aller dans ces deux destinations, moi j'ai Miami et Détroit. Pourquoi j'ai Miami et Détroit? J'ai Miami parce que bien évidemment le cadre de vie est très intéressant. Je pense que Bradley Beal pourrait profiter d'une part d'un trade de Jimmy Butler, puisque si Bradley Beal arrive du côté de Miami, ça veut dire que de facto il y a un trade de Jimmy Butler qui a été effectué. Je pense que c'est quelqu'un qui pourrait pas se remettre un petit peu sur le devant de la scène, mais qui pourrait profiter un petit peu du contexte Miami où il partagerait la balle avec un autre gros ball handler qui est Tyler Hero, mais moins de ball handling, on va dire, que ce que tu peux avoir du côté de Phoenix avec David Booker, avec Kevin Durant, même avec un Tyus Jones qui finalement porte pas mal la balle, même s'il n'est pas le plus impliqué, on va dire, dans le jeu, mais il porte souvent la balle. Je pense que Beal, pourrait profiter un petit peu de cette espèce d'association, ce duo de combo guard avec Tyler Hero pour essayer de s'en remettre un petit peu en jambe. Il y aurait l'association avec Bam Adebayo, notamment Khalil Ware, aussi le rookie qui rentre dans le starting five et qui propose des choses intéressantes. Donc, un petit peu la capacité que pourra avoir Bradley Beal à être capable de driver, à être capable de jouer un petit peu sur mi-distance, à faire un petit peu de playmaking avec l'association avec le jeu des intérieurs, ce qu'il n'a pas du tout à Phoenix actuellement. Je pense que ça pourrait être une bonne situation pour lui. Et la deuxième situation, moi, c'est Détroit, où je trouve que déjà Détroit, en tant qu'équipe, a du cap space, donc pourrait encaisser un petit peu le salaire de Bradley Beal. Et je trouve que là aussi, il y a une opportunité qui peut se dégager, même si les arrières de Détroit, que ce soit Ozar Thompson, que ce soit Malik Beasley, font des très bonnes saisons et aident grandement le développement de Détroit. Elle fait que Détroit est dans la course pour se qualifier en playoff sans même avoir à passer par le play-in. Mais je pense que Bradley Beal sur ce poste 2-3 peut avoir une opportunité, peut être un petit peu un générateur d'attaque, même si Cade Cunningham, on sait, est un énorme générateur d'attaque. Il a parfois quelques difficultés, notamment au perte de balle, parce qu'il est assez peu accompagné, on va dire, en termes de ball handling, surtout depuis la blessure de Jalen Ivey. Donc je trouve que Détroit, pour moi, ferait sens avec Bradley Beal en tant que porteur de balle secondaire, capable de gérer la seconde unit lorsque Kane n'est pas là. Et c'est deux situations, pour moi, où on n'a plus besoin de parler de situation financière quand on évoque le cas Bradley Beal, parce qu'au niveau du contrat, il est très bien. Mais je pense que sportivement, ça pourrait le remettre un petit peu en lumière et lui refaire gagner un petit peu, pas d'estime, mais dans des classements NBA, lui refaire gagner potentiellement quelques spots. Est-ce qu'on t'a perdu, Constant? Non, je suis là. Est-ce que... Bon, écoute, peut-être que ça a enregistré. On laissera Ben ou Adrien, les monteurs, juger, mais on n'a pas entendu la fin de ta phrase. Tu disais sans doute que Miami ou Détroit étaient dans tous les cas des destinations qui, pour Bradley Beal, faisaient sens parce qu'il y avait à la fois un fit financier, c'est-à-dire que ça rentre dans les calculs de l'équipe en termes de comptable, mais aussi parce que les challenges devant lesquels sont ces franchises, qui sont grosso modo soit des challenges de step-up pour le cas Pistons, soit un challenge de renouveau du côté de Miami, tout en faisant moins de paris sur de la draft et donc en essayant de profiter au max du prime de Bam Adebayo. Moi, je suis d'accord avec toi, c'est deux destinations qui pour moi font sens pour Bradley Beal. On va reparler des Pistons parce que j'ai quelques trades pour les Pistons, mais je suis d'accord avec toi, enfin en tout cas avec ce que dit ta proposition de transfert de Bradley Beal aux Pistons. Je pense que les Pistons devraient effectivement essayer d'aller chercher un gros contrat ou en tout cas un joueur qui a déjà un gros contrat, qui a déjà une place dans la ligue et qui est capable de créer du volume de jeu. Parce que finalement, ils sont pas loin d'être un tout petit peu mieux presque que le play-in et peut-être d'aller chercher des matchs au premier tour de play-off. Et ça, c'est quand même tout ce qu'on peut souhaiter à cette équipe qui est très jeune et qui a besoin d'amalgamer très vite de l'expérience. Parce que l'Est est tellement ouvert, et ce sera encore le cas, je pense, pendant au moins les 2 prochaines saisons, que c'est pas mauvais si des équipes comme les Pistons, par exemple, après quelques années de marasme, accumulent de l'expérience. Matt, est-ce que tu as un petit mot à nous dire sur les propositions de Constant ou est-ce que tu en as d'autres à nous donner pour Bradley Beal? Ouais, j'avais aussi Miami comme Constant. Parce que ce que je trouve aussi intéressant au Heat, c'est que là, à Phoenix, en fait, je trouve qu'il est un peu sous-utilisé, Bradley Beal. Il est à 23% d'usage. Et je trouve que c'est pas lui rendre service. Au moins, à Miami, il pourrait un peu retrouver
le rôle, on va dire, qu'il avait à Washington à l'époque où il y avait encore John Wall, c'est-à-dire partager, comme a dit Constant, la gonfle avec Tyler Herro. Puis on sait que le Heat, j'ai l'impression qu'ils veulent quand même rester compétitifs. C'est plutôt le but, plutôt que d'aller chercher des pics de draft. Alors après, ils ont pas l'air non plus, j'ai l'impression, très chaud de récupérer Bradley Beal. Sinon, je pense qu'on aurait peut-être eu le trade, puisque je serais pas étonné quand même que Beal accepte de lâcher sa no trade clause pour aller à Miami. Mais pour l'instant, il n'y a rien eu. Donc j'imagine que lui, que Miami n'a pas l'air très chaud, en tout cas, de le récupérer. Et sinon, moi, en autre destination, on en a entendu un peu parler dans les rumeurs. Il y avait pourquoi pas Milwaukee, où j'aimais bien l'idée pour remplacer en fait le rôle qu'avait Chris Middleton. Après, le seul truc qui me fait un peu peur à Milwaukee, c'est qu'il aurait peut-être un peu ce rôle finalement de troisième option qu'il a à Phoenix. Donc c'est un peu ça le danger. Après, à l'Est, je me dis par contre, il peut avoir un environnement plus compétitif avec Milwaukee qui a peut-être un peu plus de chances de faire quelque chose pour l'instant que Phoenix. C'est pour ça qu'en tant qu'agent, je l'ai pas privilégié Milwaukee parce que j'ai l'impression qu'il se retrouverait peu ou prou dans la même situation qu'à Phoenix avec deux énormes porteurs de balles que sont Giannis et que sont Damian Lillard. J'ai aussi l'impression que, alors après, on sait que Milwaukee essaye un petit peu de bricoler au niveau de ses starting five pour toujours avoir un défenseur sur le point of attack qui n'est pas une grosse charge en termes de responsabilité en attaque, mais j'ai l'impression que si tu mets Bradley Beal du côté de Milwaukee, il va avoir un peu cette responsabilité partagée avec notamment André Jackson Jr. d'être un petit peu le défenseur sur le point of attack. Et je suis pas sûr que ce serait rendre service à Bradley Beal que de le mettre dans ce rôle un petit peu de troisième option, être défenseur sur le point of attack qui partage les duties, enfin qui partage les tâches, on va dire, avec d'autres joueurs du starting five de Milwaukee. Oui, je te rejoins complètement pour le voir beaucoup jouer et regarder les Suns. Je pense pas que ce soit un défenseur sur point d'attaque pour n'importe quelle équipe qui a des ambitions très sérieuses. Ce qui est quand même le cas de Milwaukee. Désolé, gestion chien. Ce qui est quand même le cas de Milwaukee cette saison. Milwaukee, finalement, c'est l'équipe un peu miroir des Suns à l'Est. Très peu d'assets à la draft, une marge de manœuvre sur le marché des trades qui est très difficile à gérer. Et pour autant, il y a quand même un franchise player et un front office qui ont des ambitions. Et du coup, t'es obligé. Et un second couteau qui prend beaucoup de place aussi sur le terrain, Damian Lillard ou Kevin Durant. Et clairement, je vois pas trop Bradley Beal dans ces eaux-là. Et par contre, moi, j'ai une autre destination à vous proposer, c'est les Bulls. Et pourquoi je parle des Bulls? D'abord parce que Billy Donovan était son entraîneur du côté des Gators en Floride pendant le parcours universitaire de Bradley Beal, les 2 ans qu'il a fait là-bas, si je me trompe pas. Et aussi parce que je pense que le projet des Bulls, peut-être avec un tout petit peu de retard sur le projet des Pistons, évidemment, aurait besoin d'un joueur qui prend beaucoup de volume offensif pour pallier peut-être à ce qui manque côté Bulls. Pourrait également mentorer des joueurs qui sont à peu près sur ce type de profil, et je pense notamment à Kobe White. Et en même temps, serait peut-être la bonne monnaie d'échange à un gars comme Zach LaVine pour que lui aille dans une équipe type, pour le coup le Heat ou les Suns ou Milwaukee pour le coup, etc. Et je pense que Bradley Beal se retrouverait à l'Est dans une équipe qui aurait fortement besoin de lui et qui augmenterait nécessairement presque mécaniquement son usage et donc forcément aussi disons sa médiatisation, son empreinte sur la ligue, son volume au scoring notamment, etc. Et peut-être que ce serait le bon moyen pour lui d'aller chercher le prochain contrat. Mieux se faire valoir dans une équipe un peu plus mid qui ferait peut-être un tour de play-off d'ici 1 ou 2 ans. L'Est étant tellement ouvert que pourquoi pas. Et le moyen pour lui, voilà, d'aller chercher le dernier contrat sans doute de sa carrière après la fin de celui-ci, puisqu'il lui reste, je crois, 3 ans ou 2 ans complets, 2 ans et demi avec la saison en cours. Donc voilà, j'imagine Chicago, je pense que ça ferait sens. Je ne sais pas s'il lâcherait sa no trade clause, mais si j'étais son agent, Monsieur Bartelstein, père du CEO Bartelstein des Suns, eh bien j'essaierais peut-être de le faire aller à Chicago. Pour moi, c'est la destination qui fait le plus sens si je suis son agent, quoi. Après, niveau compétitivité, je suis pas sûr que en tant qu'agent, je serais ravi de l'envoyer du côté de Chicago, surtout que, voilà, spoiler, comme tu l'as dit dans la trame, on va parler d'autres joueurs qui sont déjà du côté de Chicago. Donc, je suis pas sûr qu'en tant qu'agent, j'ai envie de voir mon client arriver dans une franchise qui est historique, du côté des Bulls, on va pas remettre en question, mais venir dans un rôle un petit peu de mentoring des jeunes, ce qui
pouvait plus ou moins être sur la dernière année à Washington, dans le terme vraiment de construction de roster et d'ambition sportive. Je dis pas que les projets se valent, je dis juste que si on regarde du côté de Bradley Beal, il est un peu parti parce que Washington était plus compétitif et qu'il avait pas l'air d'être spécialement envie d'être un joueur qui mentore les jeunes, même s'il n'y avait pas énormément de jeunes à cette époque-là du côté de Washington. Donc voilà, je suis pas sûr que 2 ans après, il soit encore extrêmement chaud à l'idée, mais voilà, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Je pense que 2 ans après, il y a un truc qui change, c'est où tu en es dans ta carrière et à quel point tu peux choper un gros contrat après celui que tu as en cours. Je pense que cette question, elle n'existait pas il y a 2 ans et je pense qu'elle existe davantage aujourd'hui. Je suis pas sûr qu'elle existe suffisamment encore pour qu'il se la pose réellement et je privilégierais, je pense, la piste Pistons. Mais à mon avis, tu vois, si le trade arrive cet été ou même peut-être la saison prochaine, c'est pas interdit que Bradley Beal accepte d'aller dans une équipe un peu plus mid que prévu et dans laquelle il pourrait aller chercher un contrat plus gros, quoi. J'aurais tendance à faire une comparaison, mais j'avoue que j'en trouve pas là tout de suite maintenant. Mais ouais, je l'imagine bien en fait, ne pas trouver de point de chute là tout de suite maintenant et avoir son agent qui lui dit si tu veux un gros contrat, il faut que tu acceptes un challenge sportif moins intéressant. On va passer au sujet suivant, les enfants. Le sujet suivant, si vous voulez, c'est Julius Randle. Matt, est-ce que tu as quelques trades à nous proposer sur Julius Randle? Ouais, moi, la destination que j'avais pensée, c'était les Charlotte Hornets. Alors, le cas de Julius Randle, c'est compliqué. Parce que le problème, je trouve, on le sait, c'est un créateur, mais c'est pas un très bon créateur, un créateur pas très efficace. Donc, trouver un point de chute dans une équipe compétitive, c'est compliqué. Les Hornets, de ce qu'on voit de leur projet, ils ont pas l'air non plus de vouloir jouer complètement la draft. C'est un peu le projet, ils essayent d'être un peu compétitifs. Et je me dis, avec toutes les blessures là qu'il y a eu, bah, au moins, ils pourraient pallier un peu ils pourraient amener un peu de création qui manque à ces Charlotte Hornets. Ils pourraient prendre le relais de la Melo Ball. Du coup, je le vois bien avoir un rôle là-dedans, avoir du gros temps de jeu. Et puis, on le sait, il arrive quand même en fin de contrat. Et un Julius Randle avec un gros usage qui a plein de ballons, bah, au moins, ça peut lui permettre aussi d'avoir son prochain contrat. Moi, la destination, alors je suis pas du tout parti sur Charlotte. Je me suis dit, je vais quand même essayer de mettre en valeur mon client. Alors, pour d'autres raisons, moi, j'ai une destination, ça va peut-être vous surprendre, mais pour moi, Julius Randle, j'ai les Clippers. Pourquoi j'ai les Clippers? Déjà parce que c'est, de 1, le marché de Los Angeles, donc forcément, tu vas être mis en valeur. De 2, parce que tu es dans une des rares équipes compétitives sur lequel le starting spot au poste 4 n'est pas complètement acquis. Voilà, là, ça tourne entre Nicolas Batum, ça tourne entre Amir Kofi, etc., etc. Mais pour moi, tu as une vraie place à te faire au poste 4 que tu peux même te faire potentiellement en backup 5, hein, puisque on sait que Zubac est très bon, mais en dehors de ça, ça bricole un petit peu avec du Mo Bamba. Enfin, ils sont dans beaucoup d'ajustements. Tu jouerais avec James Harden qui serait un énorme facilitateur pour ton jeu, hein. On peut dire ce qu'on veut, mais James Harden sait mettre en valeur des joueurs et tout Julius Randle, toute tête de nœud qui peut être, il pourrait quand même profiter de l'apport d'un joueur comme James Harden et de la création d'un joueur comme James Harden. Donc voilà, je pense que c'est un contexte où sportivement tu peux être mis en valeur, financièrement, bah, potentiellement tu peux tomber dans une équipe où c'est une équipe qui, on le sait, en dehors de Paul George, essaye quand même toujours de garder ses free agents. Alors, on pourrait me dire qu'il y a une incertitude sur l'été à venir pour les Clippers, puisque tu as notamment un joueur comme James Harden qui pourrait potentiellement partir. On sait que, justement, avec le cas Paul George, ils ont mis un petit coup de frein, potentiellement, sur le fait de dépenser beaucoup pour garder leurs joueurs. Mais voilà, je pense qu'avec le cas de Julius Randle, tu pourrais potentiellement essayer si ça marche bien, essayer de récupérer un bon contrat du côté des Clippers, ou alors, profiter justement de ces 4-5 mois potentiellement, plus une campagne de playoff où t'es pas trop mauvais, pour essayer de te remettre un peu plus en valeur que ce qui est le cas du côté de Minnesota, essayer d'aller choper un meilleur contrat ailleurs, même si encore une fois les offres les équipes qui auront du cap space à l'été prochain ne seront pas très élevées. Il y aura les Nets potentiellement et d'autres équipes, mais ça se limite à peu de choses. Mais voilà, pour moi les Clippers, je trouve que c'est une destination qui mélange plutôt bien l'aspect sportif, compétitivité, et l'aspect je peux quand même avoir un gros contrat parce que j'ai des joueurs qui vont me mettre en valeur. Ouais, j'aime bien les 2 moves. Je trouve que ça fait sens du côté des Hornets parce que le projet Hornets est encore en grande fragilité, et notamment à cause des blessures. Et que c'est pas mauvais pour eux d'avoir un joueur qui a du volume sur le terrain, quand bien même ce soit un volume imparfait, parce que parfois œillère, parce que parfois imperfection sur, disons, la qualité de passe, etc., machin. Je trouve que ce serait pas mauvais d'avoir ce second moteur à côté de la Melo Ball.
et que ça pourrait permettre même de voir un LaMelo Ball peut-être off-ball, ce qui serait finalement assez rigolo, je pense, de le voir prendre ses shoots casse-croûte en catch and shoot. Je demande que ça, moi, juste pour le cirque. Je trouverais ça très rigolo. Ensuite, sur l'idée des Clippers, je rejoins complètement des arguments. Je pense que si je suis agent, j'ai déjà téléphoné aux Clippers parce que, comme tu le dis, parmi les équipes à l'Ouest qui ont un coup à jouer, au moins pour aller chercher une série disputée au premier tour, il y a clairement les Clippers et le poste 4 qui est le plus ouvert. Et je pense que la paire Zubac-Randle à l'Ouest, il y a moyen qu'elle pose des problèmes à beaucoup d'équipes en play-off parce qu'elle est expérimentée, parce qu'elle est dure au mal, parce qu'elle est très physique. Et il y a des équipes qui ont des stretch forts ou qui tout simplement n'ont pas vraiment de secteur intérieur à proprement parler. Et je ne parle pas des Suns qui iront difficilement jusqu'au premier tour des playoffs. Et je pense qu'il y a un coup à jouer pour Randle là-bas, autant qu'il y a un coup à jouer pour les Clippers à faire venir Randle. C'est un peu un gamble, mais dans l'état actuel des Clippers, si tu fais pas un gamble, qu'est-ce que tu peux faire vraiment ? C'est un peu cette question que j'ai pour les Clippers de manière générale. Donc si je suis agent de Randle, je toque à la porte clairement du front office des Clippers. J'ai pas de trade en ce qui concerne ma perspective d'agent de Randle, mais j'ai un trade en étant l'agent de quelqu'un d'autre impliquant Randle, dont je vous parlerai un petit peu plus tard dans l'équipe. Constant, tu voulais rajouter un truc ? Ouais, puis surtout, alors on parle pas trop de l'aspect financier, mais on essaye quand même de faire des trucs un minimum réalisables au niveau des trades. Les Clippers, ils peuvent se débrouiller pour faire venir Julius Randle, avec notamment les 12 millions de salaire de PJ Tucker, avec notamment les 12 millions de Terrence Mann. Tu mets Bones Island et tu mets un contrat minimum vétéran, sachant que les Clippers, ils sont passés en dessous de la seconde apron. Potentiellement, ils sont, je crois qu'ils sont déjà hardcapés au niveau de la première apron avec les trades qu'ils ont fait, notamment au moment de la draft. Et voilà, je pense que c'est une équipe, non, parce qu'ils ont utilisé une partie de leur mid-level exception sur Derrick Jones Jr. Voilà pourquoi ils sont hardcap au niveau de la première apron. Mais on salue Tom, bien évidemment, qui va se tirer les cheveux quand il va nous entendre parler. Mais non, mais voilà, il y a quand même un monde où financièrement, tu peux faire un trade de Julius Randle pour le faire venir aux Clippers sans trop perdre sportivement. Ah, tu perdrais potentiellement Terrence Mann, Bones Island qui est pas tout le temps dans la rotation, mais tu as surtout les 12 millions de PJ Tucker qui végètent dans un coin pour l'instant et qui ne servent pas à grand chose. Après, je suis pas sûr que Minnesota soit très enclin à l'heure actuelle de lâcher ce genre d'assets, sachant que Julius Randle, c'est une partie du package que tu as récupéré contre l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de ta franchise qui est Karl Anthony Towns. Donc, pas sûr. Pas sûr. On se posera la question quand on fera un podcast spécial front office, mais il y a une question côté Minnesota. Enfin, il y en a plein des questions côté Minnesota, et la question de Julius Randle, elle est quand même intéressante et importante parce que je pense que si tu es l'agent de Julius Randle, tu sais que Minnesota a un peu la pression de savoir quoi faire avec ton contrat. Et à mon avis, plus la date de la free agency s'approche, plus la marge de manœuvre pour trader Julius Randle se resserre, et moins les options les plus pertinentes pour toi en tant que front office des Wolves sont là. Donc j'ai hâte de voir ce que les Minnesota va faire de Julius Randle d'ici à la trade deadline, parce que je pense qu'ils vont le trader. Et si je suis son agent, je me frotte les mains pour lui trouver clairement la destination la plus pertinente, quoi. On va essayer de lui trouver une équipe qui l'utilise plus de 50% des possessions dans le clutch, ce qui est actuellement le cas à Minnesota. Voilà. C'est ça, exactement. On va passer à un troisième joueur sur lequel je vais clairement vous laisser vous amuser, les gars, parce que je n'en peux plus de ce type. On parle bien sûr du Bosnian Beast. Alors moi, perso, j'ai un trade à lui proposer. J'en ai deux. C'est au Clermont-Ferrand Villagers ou au Shanghai Sharks. On parle bien sûr de Jusuf Nurkic. Est-ce que vous avez des trades à proposer sur Jusuf Nurkic ? Constant, je suis sûr que tu en as un. Ouais, c'est dur de trouver un trade pour Jusuf Nurkic. Hein. Alors pour la petite info, si vous nous écoutez ou si vous nous regardez, c'est Constant qui a voulu rajouter Jusuf Nurkic à ce podcast. Moi, je voulais absolument, évidemment, faire l'impasse sur ce nom funeste. Mais tu as insisté, Constant. Je te laisse dans la panade pour nous trouver un trade sur Jusuf Nurkic. Tu es son agent. Où est-ce que tu l'envoies ? Franchement, j'essaie de l'envoyer dans une équipe où il n'y a pas de concurrence au poste de pivot et qui aurait besoin d'un pivot qui est capable de faire un petit peu pas de playmaking. Si, playmaking, parce qu'en soi, il en faisait l'an dernier. C'est juste que là, de par la construction du roster de Phoenix, il y a moins de sujets à faire au playmaking. Franchement, il faut l'envoyer dans une équipe déjà qui est pas bonne. Ça, t'es obligé de l'envoyer dans une équipe qui est pas bonne. T'es obligé de l'envoyer dans une équipe où il n'y a pas trop de rotation au poste d'intérieur. Je vois un nom là. Je vois un nom de franchise évident.
Moi, je vois. Alors, je sais pas si on a le même, mais franchement, On est à l'ouest, ouais, on est à l'ouest. dans On un est, endroit où il y a beaucoup de moustiques. oui, on est On dans est le, donc on est dans le bayou. on est dans le bayou. On est Ah chez oui. les Pels. Moi, je Parce que Daniel Tice, Yves Missis, ça va 2 minutes, mais il faut quand Bah, même Yves- rajouter. Yves Missy c'est est pas top. mauvais, mais Yves Missy. Yves Missis, c'est même top, vu le choix de draft qu'il a été. Mais je suis d'accord avec toi, pour moi, c'est la seule destination où il y a un sens à la fois sportif et, disons, comment dire, et où les ambitions cette année de la Nouvelle-Orléans euh, pourraient leur faire accepter de récupérer un joueur et un contrat comme celui de Yusuf Nurkic. Je te laisse continuer, mais je suis complètement d'accord avec toi. Ouais, mais la seule problématique, c'est qu'ils ont déjà Dom Valanciunas parce que ça marchait pas vis-à-vis de Zion. Bah, ils se retrouvent pas dans la même situation parce que les joueurs sont pas les mêmes. Mais t'as quand même cette situation où t'as un pivot qui manque de mobilité, qui écarte pas vraiment le terrain, donc c'est pas vraiment un joueur que tu peux mettre à côté de Zion. Même si on en revient à ce que j'ai dit, je crois dans le post-mortem de l'an dernier, ces problématiques au poste de pivot existent parce que Zion en soi n'est pas capable de jouer pivot. Après, il faudrait que Zion soit capable de jouer, ce qui est déjà une première problématique en soi. Mais non, moi je l'enverrais du côté des Pélicans. En vrai, j'avais avant le retour en grâce de Mark Williams, j'avais Charlotte. Je me disais franchement Charlotte, c'est le vide intersidéral. Tu vois, tu fais un swap entre Nick Richards et Yusuf Nurkic, entre Charlotte et Phoenix. Mais même là, avec le retour de Mark Williams, en fait, il va avoir que des miettes. Donc, si je suis son agent, j'essaye de me dire, je peux avoir une relation à deux potentiellement avec des Dejounte Murray, je peux avoir Yusuf Nurkic qui peut faire du playmaking pour soit des Jordan Hawkins, soit des Trey Murphy, enfin des joueurs qui sont capables de prendre des tirs en sortie d'écran, même du CJ McCollum. Mais en l'état, ouais, le marché est très compliqué. Je pense que c'est l'une des rares situations où, en tant qu'agent, je peux potentiellement trouver mon compte pour mon client. Mais c'est difficile pour Yusuf Nurkic. Matt, j'ai une Ouais. question pour toi. Est-ce que c'est pas le genre de joueur, si tu es agent, où tu négocies un buyout d'une façon ou d'une autre? C'est ce qui serait le mieux, mais le problème, c'est qu'il a 2 ans encore de contrat. Il a Ouais. 2 ans, ouais. Il a c'est 2 ans. c'est- Donc en ça fait, lui fait. c'est ce qui complique énormément en fait le truc avec Nurkic. Je pense que l'année prochaine, oui, ce sera faisable, mais là, cette année, ça me paraît compliqué. Alors moi, ça va peut-être vous surprendre. En fait, moi, j'ai fait un espèce de trade à 3, mais je vais pas vous le dévoiler tout de suite parce que ça concerne un autre joueur dont on parlera plus tard. Mais en fait, moi, je l'ai envoyé à Chicago. Et sachant que Vucevic Ouais. va ailleurs, je l'ai envoyé à Chicago pour remplacer un peu son rôle. Mais comme vous l'avez très bien dit, en fait, moi, l'envoyer dans une équipe compétitive, ça me paraît improbable. Enfin, quelle équipe compétitive va aller payer, enfin, faire un trade pour si c'est à 20 millions, je crois qu'il est, Nurkic. 18. ouais. 18, ouais. Donc, c'est un contrat qui est énorme. Et en plus, on sait toutes les limitations maintenant qu'il a. Ouais, il peut t'apporter un peu de playmaking, mais c'est pas un pivot qui défend aujourd'hui, qui est pas mobile. Donc c'est là où c'est compliqué. Alors à Chicago, ça peut être intéressant. Pareil pour faire du playmaking avec Kobe White, Zach LaVine s'il est toujours là-bas, au moins il peut servir un peu de plaque tournante pour ces shooters-là à la place de Vucevic. Puis il n'y a pas non plus une rotation folle intérieure. Mais à part là-bas, ouais, j'avoue que j'ai pas eu d'autre idée pour Yusuf Nurkic. Et moi non plus. Je trouve que c'est un cas terrible et je sais pas qui est son agent, mais à mon avis, ça doit vraiment, pour le coup, se taper la tête contre les murs. Je pense que c'est la Rich même chose Paul. du côté. Hein? C'est Rich Tu Paul, disais? l'agent Ah de ouais, Yusuf Nurkic. Clairement, je pense qu'il a d'autres dossiers à gérer Ouais. et que pour le coup, il doit laisser la patate chaude dans les mains du front office des Suns. Je pense que c'est la stratégie d'agent la plus logique, puisque ceux qui aujourd'hui pâtissent le plus du contrat et du niveau de jeu de Yusuf Nurkic, c'est évidemment le front office de Phoenix et la franchise de Phoenix. On passe au joueur suivant et on passe à un autre pivot. T'en parlais un tout petit peu, Matt. Je vais te lancer dessus. C'est Nikola Vucevic, qui pour le coup, contrairement à Yusuf Nurkic, fait une saison absolument merveilleuse, border All-Star, hein, on peut y aller pour faire plaisir à Adrien, mais on ment pas pour faire plaisir à Adrien, on dit la vérité sur Vucevic. Vraiment une saison qui, moi, personnellement, me surprend beaucoup. Jamais j'aurais misé un copec sur une saison de cette qualité de la part de Vucevic, vu la saison qu'il a fait l'an dernier. En plus, c'est le même coach, donc je me disais, si on repart sur la même équipe, je suis pas certain qu'il y ait de changements drastiques. Et pourtant, c'est le cas. Vucevic fait une saison vraiment, vraiment remarquable. Où est-ce que vous l'envoyez, Matt? Est-ce que tu as une idée de trade dans la tête d'un agent? Ça concernait justement le fameux trade à 3 dont je vous parlais. Moi, je l'envoie aux Lakers, Vucevic. Parce que du coup, Anthony Davis a fait énormément de déclarations comme quoi il veut jouer poste 4. Voilà, au moins, je lui envoie un autre intérieur à mettre à côté de lui. Alors,
c'est pas non plus le fit parfait, hein, c'est clair, mais au moins, en tout cas, si je me mets à la place de l'agent, je me dis, pour Vucevic, ça peut être un bon système. Au moins, il a un intérieur à côté de lui qui peut défendre, puisqu'on sait, c'est un peu la faiblesse de Vucevic, la protection de cercle. Là, au moins, avec Anthony Davis, on est assuré de ça. On a cette espèce d'arme on va dire, du pick and pop, même si c'est pas trop un shooter à 3 points. Encore que cette année, il fait une bonne saison à 3 points. Donc au moins tu peux potentiellement un peu avoir cette arme-là avec les Lakers, donc ça peut t'apporter un peu de la variété tactique. Et puis c'est un pivot quand même qui reste un bon passeur, donc au moins aussi pareil, ça peut t'apporter une autre source de playmaking, sachant que JJ Redick aime bien faire du playmaking avec ses pivots. On l'a vu, il a utilisé un peu Anthony Davis comme ça, là au moins ça lui permettrait d'avoir une autre arme avec Vucevic, donc ouais, moi je trouve que c'est bien, puis au moins un environnement un peu plus compétitif que celui de Chicago. Et moi, j'ai pas les Lakers déjà parce que je pense que la déclaration d'Anthony Davis disant qu'il veut jouer poste 4, c'est justement pour être en tant que roamer, donc il voudrait un 5 qui est un protecteur de cercle, typiquement Walker Kessler, je pense. C'est pour ça que les rumeurs de Walker Kessler ressortent souvent, donc je suis pas sûr que ça collerait vraiment. Non, moi, j'ai une destination qui moi, me paraît, entre guillemets, évidente pour Nikola Vucevic, les Warriors, Golden State. Je trouve que Golden State fait énormément sens pour Nikola Vucevic. Pourquoi? Parce que c'est une équipe qui a terriblement besoin de playmaking. Et ça, on en avait parlé quand on avait fait la preview de début de saison. On avait dit, moi j'avais peur sur le côté playmaking et le côté deuxième, second ball handler. Ils ont ramené Dennis Schroeder, sauf que Dennis Schroeder, la problématique, c'est que tu le mets dans un effectif qui n'est pas construit pour Dennis Schroeder. À Brooklyn, ça marchait bien. Hein. Tu avais un effectif justement avec un intérieur qui était un peu plus mobile, on va dire, que les Kevin Looney ou que les Trey Jason Davis, un peu plus vertical. Donc ça fonctionnait bien pour Dennis Schroeder. Là, ça marche pas. Alors avec Vucevic, t'amènes pas de la verticalité, mais t'amènes d'autres trucs, notamment le jeu sur pick and pop où effectivement Vucevic est très bon cette année. Il pourrait être en tant que playmaker, il aurait moins de responsabilités défensivement parce que il pourrait être associé à Draymond, qui est l'espèce de couteau suisse ultime qui serait capable de faire pas mal de trucs, et il évoluerait surtout dans un profil et dans un roster avec beaucoup de joueurs défensifs. Donc, même si tu es un poste 5 et que tu seras difficilement caché, c'est déjà mieux d'évoluer dans un contexte où tu as plus de joueurs qui sont capables de défendre que notamment du côté des Lakers où sur le backcourt c'est très friable défensivement. Ok, tu as Anthony Davis, mais voilà, c'est à peu près le seul truc que tu as à voir avec le retour de Jared Vanderbilt. Mais non, pour moi, du côté de Golden State, il a vraiment ce côté où poste 5 directement titulaire, il se retrouve avec 32-33 minutes, il est capable de faire du pick and pop, il est capable de faire du playmaking potentiellement pour Stephen Curry ou pour des joueurs qui viennent cutter, les Jonathan Kuminga quand il reviendra de blessure ou ce type de profil. Donc non, pour moi, je comprends l'option Lakers, mais si je suis l'agent de Nikola Vucevic avec les 20 millions, je pense que je l'envoie du côté de Golden State parce que c'est vraiment, il coche pas mal de cases, je trouve, de ce qu'ont besoin les Warriors actuellement et de ce que j'allais dire Nurkic, de ce que Vucevic est capable de leur apporter. Oui, Nurkic, non. Vucevic, oui. Je suis dans le même genre de fit. Je pense qu'il y a une opportunité pour Vucevic du côté de Milwaukee, en lieu et place de Brook Lopez. Les contrats matchent parfaitement. Brook Lopez a quasiment 2 ans et demi de plus que Vucevic. Et je pense que ça correspondrait à la timeline du contrat de Damian Lillard et de l'âge de Damian Lillard également. Et je jouerai le coup parce qu'il y a des systèmes préexistants dans cette équipe de Milwaukee avec un stretch 5 capable d'artiller de loin. Et je pense que Vucevic pourrait les jouer. Il y a besoin peut-être de playmaking, de faciliter les transmissions en tout cas. Et je pense que Vucevic pourrait le faire en lien soit du côté de Giannis, soit du côté de Lillard. Je pense que ça pourrait être le facilitateur dont a peut-être besoin cette équipe avec un Middleton qui a du mal à être présent déjà, tout simplement. Et je pense que Vucevic pourrait être un peu cette plaque tournante tout en étant capable de faire du pick and pop, comme tu le disais pour les Warriors constants. Je pense qu'il y a un coup à jouer pour les Bucks sur ce trade-là et j'aurais bien envie de les voir le faire. Je pense que Vucevic pourrait être intéressant. Il me semble qu'il lui reste 2 ans de contrat, si je ne me trompe pas. Ouais, et il reste qu'une seule année pour Brook Lopez. J'ai l'impression que ça permettrait à Giannis de pas tout à fait perdre ses repères avec un big qui sait shooter, que ça ouvrirait les lignes de drive. Donc voilà, je vois bien ce trade. En plus, c'est un trade assez facile. Si t'es Milwaukee, tu peux essayer de lâcher peut-être un demi-tour ou un second tour de draft, je sais pas comment. Mais c'est aussi un trade qui peut se faire par, disons, agglomération avec un trade plus large qui concernerait soit Chicago, soit Milwaukee, et dans lesquels tu peux faire ce trade au milieu d'un autre trade.
Alors pour Milwaukee, ce serait uniquement pour enlever Brook Lopez si Chicago décide d'envoyer à la fois Vucevic et Zach LaVine dans le même trade, puisque Milwaukee ne peut pas agréger de contrat sortant, sauf s'ils descendent en dessous de la seconde apron, ce qu'ils ne feront pas, parce qu'ils sont trop hauts. Mais voilà, je vois bien Brook Lopez pour Vucevic. C'est un trade que j'ai envie de voir pour les Bucks, parce que j'aimerais bien que cette équipe retrouve un peu de sa superbe, juste parce que Giannis est toujours aussi impressionnant et que j'ai quand même envie de voir Lillard dans une équipe vraiment compétitive à un moment donné, quoi. Tu perdrais la protection de cercle de Brook Lopez. C'est un peu ma crainte. T'aurais moins l'aspect roaming de Giannis. Là, pour le coup, il serait beaucoup plus exposé défensivement. Ouais, mais du coup, je pense que tout comme les Suns, et comme je vous l'ai dit un peu précédemment, pour moi, la situation de Milwaukee fait que t'es pas très loin d'être désespéré et que tu dois quand même faire des trades pour essayer d'améliorer des postes. Je pense que Vucevic améliorerait le poste pour Lopez, prolongerait le projet Lillard-Giannis un petit peu, permettrait de pallier à des manquements, soit par absence, soit par niveau de jeu de Middleton. Et si tu trades Middleton pour un autre joueur, éventuellement, tu peux te projeter sur un vrai défenseur, soit extérieur, soit intérieur. C'est pas un trade parfait. C'est loin d'être un trade parfait, mais pour moi, c'est une solution qui s'envisage si t'es Milwaukee. Après, est-ce que c'est la solution qui t'amène jusqu'au titre? J'en doute, mais je crois pas, comme pour les Suns, que Milwaukee ait la voilure pour faire le trade qui les amène jusqu'au titre. En fait, on en reparlera peut-être une autre fois, mais je trouve que depuis 2 mois, Milwaukee est moins désespéré que ce qu'ils étaient en début de saison. Milwaukee est quand même en train de trouver un sacré rythme, et quand tu vois dans la conférence Est que New York commence à tousser, que Boston est sur courant alternatif, qu'Orlando attend qu'une chose, c'est le All-Star Break pour pouvoir se reposer et récupérer tout le monde, je me dis que finalement, plus on avance, plus Milwaukee est en train de voir une demi-fenêtre dans laquelle il pourrait potentiellement s'engouffrer. Mais après, c'est que mon avis. Défensivement, ça me fait peur quand même, parce que je trouve que c'est un peu leur point faible, et leur enlever, du coup, ça voudrait dire que tu fais jouer Giannis en drop, en pivot, parce que bon, Vucevic pourrait pas tenir ce rôle-là, et ça me ferait un peu peur d'avoir la même chose qu'on avait avec Bobby Portis, là où l'année, ils sont catastrophiques en défense. C'est un peu ça, ma crainte peut surtout arriver en play-off. Ça peut être dangereux, ce genre de move. Je pense de toute façon, je vous l'ai dit, mais Milwaukee, à mon avis, ils n'ont pas de move parfait à faire. Et je pense que si je suis l'agent de Vucevic, je pousse pour faire ce move parce que j'ai des arguments à vendre à Milwaukee. Peut-être plus que pour n'importe qui, si Milwaukee veut se débarrasser de Brook Lopez. Vous voyez ce que je veux dire? Pas Golden State. L'agent à mon avis, si je suis agent de Vucevic, je fais les deux. Je fais les deux parce que la situation presse, mine de rien, tu vois. Mais tu vois, Golden State, je trouve que ça collerait encore mieux parce que, tu vois, même Steve Kerr, là, il fait jouer Quinton Post qui est un two-way parce qu'il est capable d'être un 5 qui peut stretch. Ils ont beaucoup de situations où ils essayent de mettre un peu en valeur le playmaking de Trey Jackson-Davis. Enfin, je trouve que dans les systèmes, il collerait parfaitement avec ce qu'essaye de mettre Steve Kerr, plus que ce qu'essaye de mettre en place Doc Rivers. Après, je peux me tromper, mais je trouve que ça fait plus sens. Écoute, dans tous les cas, ce qu'on espère surtout, c'est que un de ces trades se fera d'ici la trade deadline, parce que clairement, Vucevic mérite cette saison-là d'être dans une équipe plus compétitive que les Bulls, clairement, et de se montrer en playoff, franchement. Oui. On enchaîne, les enfants, un joueur qui, très franchement, a disparu de tous les radars depuis un bon moment, un joueur dont on parle finalement absolument jamais, ni dans des threads Twitter, ni dans les podcasts, etc., etc. Et pourtant, ça a été un joueur qui, à une époque, avait quand même une bonne cote et qui a même été franchise player, souvenez-vous, des Detroit Pistons, si je ne me trompe pas. On parle de Jerami Grant. Donc, on sort une momie du placard, là, les enfants. Où est-ce que vous envoyez Jerami Grant? Matt, je te lance. Moi, je l'ai envoyé à Milwaukee, justement, parce que je trouve que c'est ce qui manque à ces Bucks. Comme je disais, c'est la défense. Je me souviens, quand on avait fait les previews, je disais il y a clairement un manque d'ailier défensif dans cette équipe. Là, au moins, tu as un poste 4, ailier défensif, ça collerait bien. En plus, ça manque de taille, de longueur, il pourrait pallier à ça. Je trouve que Milwaukee a du mal à défendre sur des profils des fois un peu plus épais ou des profils plus rapides. Là, au moins, il peut aussi, quand Brook Lopez ou Giannis souffle, il peut t'apporter un peu de protection de cercle parce que c'est souvent dans les moments où l'un des deux est pas sur le terrain
que ça pose problème. Donc même pour Jerami Grant, je pense qu'il aura un vrai rôle, il aura un gros temps de jeu pour les playoffs, et puis du coup, il jouerait les playoffs, puisque du coup, du côté de Portland, forcément, on n'est pas dans un environnement compétitif. Là, au moins, il retrouverait les playoffs. Les playoffs à l'Est, comme on le disait tout à l'heure, vu que c'est à l'Est, il y a pas mal d'équipes où il y a un peu un point d'interrogation. À l'Est, il pourrait très bien y avoir des surprises, des blessures. Donc, il pourrait très bien avoir un rôle ou un push en playoff un peu inattendu, et du coup, avoir un vrai rôle là-dedans. Je te rejoins sur cette idée-là. Je l'envoie pas tout à fait au même endroit, mais je l'envoie dans un endroit qui est similaire en termes de capacité à faire un push. Moi, c'est dans l'autre conférence. J'en rediscuterai après l'idée de Constant. Constant, c'est quoi ton idée pour Jerami Grant? Moi, j'ai plusieurs idées, mais le problème, c'est que toutes les destinations dans lesquelles j'ai envie de l'envoyer sont freinées par des situations contractuelles. Donc là, il faut vraiment se partir dans de la fantaisie en disant, ouais, potentiellement, ça peut se faire. Mais pour moi, j'ai plusieurs destinations. Orlando. Je trouve que Orlando a terriblement, alors oui, ils ont beaucoup d'ailiers, mais a terriblement besoin du spacing de Jerami Grant. Jerami Grant qui, pour ce qu'on peut dire, reste quand même un joueur qui tire plus de 6 tentatives à 3 points, qui navigue entre les 37 et les 40% à 3 points. Je pense que c'est une équipe qui a terriblement besoin de son spacing. Et une autre équipe que j'ai envie de citer, pour moi, c'est les Lakers. Je pense que les Lakers auraient grandement besoin aussi. Alors, ça va contre ce que propose monsieur Anthony Davis au micro de Shams Charania, mais je pense que les Lakers sont dans une situation où, ok, ils ont déjà de la taille, mais il manque quand même d'un joueur qui est capable de jouer off-ball, en tout cas qui est capable de rester dans son rôle, qui n'a pas besoin d'énormément porter la balle, comme tu as déjà 3 énormes porteurs de balle avec Austin Reeves, LeBron et Anthony Davis dans un autre registre de porteurs de balle. Et voilà, je trouve que Jerami Grant pourrait être un peu ce stabilisateur que tu n'as quasiment jamais eu du côté des Lakers, c'est-à-dire un poste 4, un peu un espèce de Rui Hachimura version augmentée plus, un ailier de grande taille que tu mets au poste 4 et qui est capable de sanctionner dans des situations où tu peux le mettre dans un corner, tu peux le mettre à 45 degrés tout en étant pas complètement négatif défensivement. Donc ouais, pour moi, après la problématique, c'est que vraiment financièrement, c'est très compliqué de faire marcher un trade pour Jerami Grant pour le mettre dans une équipe compétitive, mais je serais curieux de le voir dans ces deux équipes et je pense que notamment Orlando aurait grandement besoin de ce que pourrait apporter Jerami. Dans le même genre que Orlando, moi je propose les Kings. Je propose Sacramento pour exactement les raisons que vous avez données, c'est-à-dire non seulement les capacités défensives, mais aussi cette notion de spacing ou en tout cas de géométrie du jeu, parce que au-delà de prendre des shoots à 3 points, il est aussi capable d'attaquer les close-out, Jerami Grant. Ce qui le rend toujours intéressant, soit sur des cuts backdoor où il va récupérer la balle et finir, soit effectivement en catch and shoot et même parfois capable de générer son shoot. En tout cas, c'était le cas la saison dernière. J'ai des souvenirs de matchs que les Suns vont perdre à Portland. Ou même en recevant Portland, et où c'est un festival de Jerami Grant qui est solo en attaque. Il n'y a personne avec lui parce que tout le monde est blessé la saison dernière, et il met un festival offensif sur la tronche des Suns. Je pense que ce joueur, malheureusement, subit le marasme des Blazers, et si je suis son agent, je veux absolument en sortir. Je veux le mettre dans un contexte qui est sain. Je pense qu'aujourd'hui, avec le nouvel entraîneur Doug Christie, le contexte des Kings est plutôt sain. J'ai l'impression que la phase dans laquelle se trouve Sacramento est une phase de calme, une phase où l'eau arrête de faire des vagues et où on commence à trouver le flow. Et je trouve cette phase intéressante pour intégrer un joueur qui n'aura pas l'ego d'une grosse star à la Bradley Beal, qui n'aura pas des velléités ou en tout cas des nécessités d'avoir le ballon en main tout le temps, comme pourrait l'avoir l'inclusion d'un Zach LaVine ou je ne sais qui. Et par contre, tu as vraiment un joueur qui va te donner un impact des deux côtés du terrain, ce qui est fortement nécessaire du côté des Kings, un peu comme du côté des Lakers. Du coup, je te rejoins là-dessus, Constant. Donc moi, je suis les Kings. Je réponds à l'appel de l'agent. Et je suis l'agent, j'appelle les Kings assez vite dans ma liste des priorités de destination. Je ne suis pas certain que ça fasse passer un énorme cap aux Kings. Par contre, je suis persuadé que ça peut s'inscrire dans la continuité pour les Kings. Je pense que c'est un joueur qui, sur la fin de saison, va montrer qu'il peut rester là plusieurs saisons. Et sur la saison prochaine, peut faire passer de petits caps aux Kings pour qu'ils s'installent convenablement dans leur plan et qu'ils en sachent davantage sur la hiérarchie après les 3 premiers joueurs de l'équipe. Et du coup, contractuellement, pour le coup, je suis un peu moins dans le flou que pour les Lakers ou pour d'autres destinations, parce que j'envoie Kevin Huerter et j'envoie Trey Lyles, je crois. Ouais. Les 2 contrats fonctionnent. Et je pense qu'à Portland, tu récupères Huerter, tu récupères un petit shooter à l'arrière. Alors, il y a du monde à Portland derrière, mais c'est pas très grave.
Ça peut te servir d'asset la saison prochaine. Et d'ailleurs, je crois qu'il a de toute façon qu'un an de contrat, si je me trompe pas. Non, Werther a 2 ans. C'est Trey Lyles qui a qu'une année au poste 4 du coup. Je pense que c'est pas mauvais côté Portland de récupérer ça, et tu peux évidemment demander différents picks, soit de second tour, soit de premier tour en échange de Jeremy Grant. À mon avis, ça se justifie, tu vois, de demander 2 ou 3 second tours de draft pour Jeremy Grant dans un contexte où les Kings en ont grandement besoin pour faire évoluer leur projet. Moi, je fais ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que la destination des Kings est toute trouvée pour Jeremy Grant. Et en fait, j'ai eu l'idée quand j'ai pensé d'abord à ce qu'on aborde Kyle Kuzma dans ce podcast, qui finalement dont on parlera, je crois pas. Et j'ai l'impression que Jeremy Grant répond mieux que Kyle Kuzma à toutes les questions qu'on met sur le profil Kyle Kuzma aux Kings. C'est-à-dire que si tu veux faire Kyle Kuzma, en fait, choisis plutôt Jeremy Grant. Moi, si tu veux faire un profil à Jeremy Grant, il y a mieux et on va l'évoquer plus tard dans le podcast. Absolument, absolument. Mais c'est le modèle au-dessus. C'est pour ça que je l'ai gardé. C'est pour ça que j'ai pas dit Kings. Je crois qu'il est un petit peu plus cher d'ailleurs. Il me semble. Un petit peu. Non, il est moins. Enfin, Jeremy Grant est plus cher que le gars dont on va parler, il me semble. Ouais, mais parce qu'il n'y a pas les bonus. Enfin, c'est une histoire de voilà. Exactement. On enchaîne. On reste du côté des Blazers. On parle d'un pivot qui est pas très grand, mais par contre qui envoie vraiment une dimension athlétique quand il est présent, parce que c'est encore un autre sujet. C'est un joueur qui a vécu beaucoup de blessures dans les années précédentes, qui commence à retrouver un peu de sa superbe du côté de Portland. Au poste 5, donc, on parle de Robert Williams, ancien joueur des Celtics. Matt, est-ce que tu as une destination pour Robert Williams? Moi, j'en ai quelques-unes, mais est-ce que tu en as une? Ouais, j'ai les Atlanta Hawks pour Robert Williams. En fait, je l'envoie là-bas parce que pour moi, il y a un problème au poste de pivot du côté des Atlanta Hawks. Clint Capella, clairement, on est sur la fin. Onyeka Okongwu, moi, alors il est plutôt bon en attaque, mais défensivement, je suis pas convaincu. Et Atlanta a réussi un peu avec tous ces ailiers longs à trouver un espèce de flow défensif, même si c'est pas parfait. Mais au moins, là, je trouve qu'avec Robert Williams, tu maximises un peu ta défense, où tu apportes un vrai protecteur de cercle. Et puis, tu peux avoir cette menace de lob si importante avec Trae Young. Et au moins, c'est ce que tu avais avec Capella, mais là, tu l'as en version améliorée, on va dire. Et je sais qu'il a souvent été évoqué du côté des Rockets, ce genre d'équipe, mais ce qui me fait un peu peur, c'est que c'est un peu trop défensif pour moi, ce genre d'équipe. Je le vois pas trop. Il n'y a pas de playmaker pour vraiment le mettre en valeur. Là, avec un Trae Young, je trouve que c'est parfait. Au moins, tu aurais la parfaite lob threat, la fameuse lob threat qu'on dit souvent avec James Harden, avec Trae Young. Donc, je trouve que le fit serait très bon. Et au moins, tu as un vrai pivot défensif qui manque, je trouve, cruellement depuis des années à cette équipe. Oui, je suis d'accord avec toi. Je pense que ça ferait une très bonne triangulation défensive. Zachary Rizaché, Dyson Daniels, Robert Williams. Il faut juste que tout le monde soit en santé. Mais ça ferait sens. Ça ferait sens aux Hawks, surtout que moi, j'aime bien ce qui est en train de se passer du côté des Hawks et le tournant défensif que prennent les Hawks. Tu en as rapidement parlé, Matt. J'aime bien ce qui se passe parce que pendant longtemps, les Hawks m'ont donné l'impression d'organiser de l'attaque autour de Trae Young. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils sont en train d'organiser de la défense et ça me plaît davantage. Trae Young a toujours ses défauts et notamment l'efficacité, mais j'ai l'impression que ça le soulage davantage et que peut-être il va davantage pouvoir exprimer son talent dans les années à venir quand Dyson Daniels, Zachary Rizaché se seront un petit peu développés. Donc j'ai hâte de voir ça et je pense que c'est pas idiot de refaire l'itération lob threat qu'ont connu Capella et Trae Young avec Robert Williams. Il faut juste que la santé tienne. Constant, est-ce que tu as une destination pour RW3? Houston. Pour moi, c'est la meilleure destination. La meilleure destination. J'en ai une meilleure, mais encore moi, je te le dis. Pour moi, c'est la meilleure destination parce qu'il va jouer avec un coach, Ime Udoka, qui le connaît parfaitement. Et je pense que de tous les coachs NBA, il n'y a aucun coach qui veut plus Robert Williams que Ime Udoka. En plus, du côté de Houston, c'est pas comme si, sans vouloir faire offense à Jeff Green et à Steven Adams, c'est pas comme si sur le backup pivot, t'avais vraiment un chantier, t'avais une concurrence qui était très forte. Et en plus de ça,
Je suis sûr qu'il met Udoka, il va te faire des séquences où il va te mettre potentiellement Alperen Şengün au poste 4 ou Robert Williams au poste 4, ou en tout cas où il va associer les deux pivots parce qu'il aimait bien faire ça du côté de Boston. Alors après, il avait Al Horford en termes de mobilité et de spacing. C'est clair que Al Horford, c'est pas vraiment Alperen Şengün. Mais la saison défensive de Şengün est très bonne et limite, tu pourras avoir Şengün c'est incroyable de dire ça, franchement, je pensais pas le dire il y a 4 mois, mais tu peux avoir Şengün en premier rideau et tu peux avoir Robert Williams en tant que roamer. Cette année, dans le contexte de Houston et vu les performances défensives de Şengün, c'est pas si déconnant que ça. Et puis surtout, en termes de lob threat, je suis partiellement d'accord avec vous sur le fait que Houston en a pas vraiment parce que il y a l'éclosion d'Amen Thompson dans le starting five, donc déjà potentiellement t'as un playmaker en plus. T'as Fred VanVleet qui est petit à petit en train d'ajuster son rôle, même s'il prend toujours un peu trop de tirs à mon goût, mais qui est un peu plus dans la distribution sur les derniers matchs que vraiment sur le scoring pur, parce que t'as Amen Thompson qui est très fort, parce que t'as Jalen Green qui était très fort offensivement. Je pense que ce qui manque du côté de Houston, en tant que lob threat, c'est pas forcément les playmakers que juste la simple verticalité en tant que pivot. T'as de la verticalité sur les ailiers avec les Tari Eason, les Ahmed Thompson, les Jalen Green, etc. Mais si tu prends les pivots, entre Jeff Green, Steven Adams et Alperen Şengün, t'as pas vraiment de pivot vertical. Là où je pense que Robert Williams serait capable d'apporter ce domaine-là. Et puis surtout, Houston, il collerait parfaitement dans les schémas offensifs et dans la philosophie d'Ime Udoka. Rebond offensif, capacité à être mobile, capacité à provoquer du jeu sur transition de par soit les comptes, soit les interceptions. Donc, ouais, pour moi, je pense que à Houston, c'est vraiment un profil où c'est parfait pour lui. Ce serait la parfaite réunion, je pense. Intéressant parce que pour moi, Houston, c'est le fit qui peut être parfait, mais ça tient à pas grand-chose. Et j'ai l'impression qu'il y a d'autres endroits où le fit serait moins parfait, mais peut-être plus facile à agencer. Je sais pas comment t'expliquer. Tu vois, j'ai l'impression que Houston, c'est peut-être parce que, mais tu l'as très bien dit, hein, c'est peut-être parce qu'il y a eu Udoka que le fit serait bon. C'est-à-dire qu'il va savoir l'utiliser parfaitement. Mais si Udoka n'est pas là, avec la forme de l'équipe, est-ce que tu veux aller chercher Robert Williams? Je sais pas. Moi, Robert Williams, je l'envoie aux Suns contre Yusuf Nurkic et des tours de draft. Tout simplement parce que Portland, je pense, ils en ont rien à faire dans leur plan actuel de récupérer les 2 dernières années de Yusuf Nurkic et qu'à mon avis, ils peuvent même le waive la saison prochaine ou en tout cas le proposer sur le marché des buyouts à un contender qui aurait besoin d'une 3e option dans la raquette. Et par contre, je pense que les Suns ont vraiment besoin d'un pivot titulaire. Nick Richards étant OK pour être un pivot remplaçant, mais je pense que les Suns ont besoin d'un pivot titulaire et d'une ancre défensive. Et les Suns appréciant énormément les joueurs qui ont des problèmes d'infirmerie, je pense que le fit est absolument parfait pour Robert Williams à Phoenix. Donc ma propale, c'est celle-ci. Encore une fois, un échange très simple, pivot pour pivot. Il y a beaucoup de monde sur le poste 5 du côté de Portland. Il y a DeAndre Ayton. Pourrait faire le job pour envoyer Robert Williams du côté de Phoenix. Je pense aussi que la destination Phoenix pour Robert Williams lui permettrait de se montrer. C'est une franchise qui est médiatisée, c'est une franchise qui a beaucoup de stars et qui a une rotation relativement resserrée, notamment à l'intérieur. Donc je pense que ce serait intéressant dans l'optique du prochain contrat de Robert Williams de se mettre dans une équipe aussi médiatique et présente dans les petits papiers de la NBA que le sont les Suns. Je regarde combien de temps il reste à Robert Williams sur ce contrat. Il lui reste 2 ans. Donc, donc, à mon avis, c'est le bon moment pour Robert Williams pour partir à Phoenix parce que dans 2 ans, le contrat de Kevin Durant est terminé. Qu'est-ce qu'on pense de l'option Lakers? Tu vois, on en parlait là justement. Ça peut être aussi en tant qu'agent, ça peut être un bon endroit pour l'envoyer finalement. L'option Lakers, c'est l'option qui répond à la demande d'Anthony Davis. Oui, mais du coup, qui peut aussi lui profiter si je me mets à la place de l'agent. Je vois que Anthony Davis, il veut pas jouer poste 4. Je dis, regardez, j'ai un protecteur de cercle poste 5 qui en attaque fait pas grand chose. Absolument. Est-ce que les Lakers voudront lâcher leurs assets? Je sais pas, mais clairement, je suis l'agent de Robert Williams. Je téléphone à la famille Buss et je demande à parler aux responsables. Clairement. Parce que je pense qu'en plus, le fit est intéressant et pour tous les arguments que j'ai donnés pour Phoenix sont valables pour les Lakers. J'y avais pas pensé, mais c'est une bonne remarque.
On enchaîne les petits choux. On va passer on commence à rentrer dans les plus gros profils qu'on avait sélectionnés. On attaque avec Cam Johnson, joueur cher, très cher à mon cœur, très cher dans son contrat aussi, mais on est dans une saison quand même remarquable, notamment au scoring et à la création offensive, en tout cas au shot creating de la part de Cam Johnson du côté des Brooklyn Nets, thanks to Jordi Fernandez, qui lui aussi fait une saison incroyable. Parole de hipster. Cam Johnson, les enfants, où est-ce que vous envoyez où est-ce que vous envoyez Cameron Johnson? Je vous y aller, Matt. Vas-y, Constant, je t'en prie. Enfin, il y a trop de destinations. Je vais faire mon top 3. Je vais vous donner la destination finale, bien sûr. Très, très bonne saga de film. À pas regarder si vous êtes complexé par tout. Si vous avez peur de tout, ou si vous avez peur d'un seul truc, regardez pas Destination Finale parce que ce sera dedans. Mais non. Pour moi, il y a 3 destinations. Cleveland. À Cleveland, tu le mets là en sortie de banc, 6e, 7e homme à côté de Caris LeVert, il serait parfait. Même titulaire, hein, franchement, parce que Dean Wade ou Isaac Okoro t'apportent pas les meilleures garanties. Ok, ici, bien sûr, parce qu'il serait là aussi parfait. Mais pour moi, la meilleure destination, ça reste Sacramento. Non, Sacramento. On en parlait. Franchement, à Sacramento, il serait parfait. Il serait parfait. Un ailier de grande taille. Alors, ça ferait un peu de mal à Keegan Murray, on va pas se mentir. Et c'est peut-être la seule point d'interrogation que je pourrais avoir, c'est que, en fait, depuis que Sacramento a repassé Malik Monk en tant que titulaire, il y a pas de place, enfin, il y a pas tant de place de ça, de libre au niveau du starting spot. Donc voilà, ça voudrait dire potentiellement que tu décales un Keegan Murray. Donc je suis pas sûr finalement qu'il ait un si grand boulevard que ça pour être titulaire. Par contre, la rotation au poste 4, en dehors de lui, en dehors de Keegan Murray, elle est quand même assez faible. De temps en temps, tu redécales un petit peu Demar DeRozan, mais c'est surtout Trey Lyles qui est un petit peu dans ce rôle de joueur poste 4 en sortie de banc. Donc non, pour moi, c'est ultra intéressant. On l'a vu cette saison, il est capable de driver, il est capable de provoquer des lancers, il est capable d'être un shooter off ball. Il jouerait avec plein de playmakers, que ce soit De'Aaron Fox, que ce soit Malik Monk, que ce soit Domantas Sabonis. Et défensivement, il amènerait un petit peu de taille à cette équipe de Sacramento qui n'en a pas forcément besoin, mais c'est toujours utile et il n'y aurait pas de réel déficit. Donc non, c'est pour moi, c'est un défenseur appliqué, hein, Cam Johnson. Oui, c'est pas un défenseur élite, mais c'est un défenseur appliqué qui ne rechigne pas aux efforts. Pour un shooter, c'est quand même notoire de le dire, enfin notable de le dire. Ouais, et puis même un shooter plus, j'ai envie de dire. Ah oui, c'est plus qu'un shooter, mais qui est, voilà, je trouve qu'il collerait bien dans les schémas défensifs de Doug Christie, qui est petit à petit est quand même en train de transformer ses Kings en une équipe meilleure défensivement que ce qu'ils étaient sous Mike Brown et leur donner un petit peu une identité défensive, même si ça se voit pas toujours quand on regarde juste les totaux en termes de points marqués à la fin des matchs. Mais voilà, je trouve que pour moi, il collerait parfaitement dans cette optique des Kings et je pense que c'est un joueur qui pourrait vraiment s'éclater dans ce collectif de Sacramento. Matt, où est-ce que tu envoies Cam Johnson? Ouais, pareil que Constant, j'avais les mêmes choix et en 1, j'avais les Kings. Comme il l'a bien dit, en plus, ils ont les assets à envoyer. Pour moi, en fait, ils remplaceraient ce que faisait Kevin Huerter, sauf que Kevin Huerter, il n'arrive plus à shooter, visiblement, il est en galère avec son shoot depuis 2 ans. Là, au moins, en plus, j'ai vu passer la stat depuis cette saison dans le système de Jordi Fernandez. Il a augmenté énormément sa fréquence de end-off. C'est ce qu'adorent faire les Kings. Donc, je pense qu'avec Sabonis, le fit serait absolument parfait. Tu pourrais retrouver un peu ce jeu à 2 et ça te permettrait tactiquement d'avoir des nouvelles choses. Comme vous l'avez bien dit, pour moi, c'est un meilleur défenseur Huerter, donc c'est tant mieux. Comme ça, au moins, t'as le shoot, tu perds pas ce que tu avais au shoot à l'époque où ça marchait bien avec Huerter, et en plus, tu as un défenseur qui est meilleur. Avec 15 cm en plus aussi. C'est ça. Et alors, pour revenir, moi, j'avais aussi OKC. Évidemment, si je suis l'agent du joueur, je l'envoie au KC. Forcément, c'est les favoris pour le titre, qui sont favoris à l'Ouest. Si. C'est Dallas. Non, c'est Dallas. C'est Dallas. Et c'est PJ Washington. C'est PJ Washington le favori. Le plus gros problème aux États-Unis en ce moment, c'est Washington. La franchise, le joueur et celui qui est à Washington. Mais le seul truc qui me pose problème, moi, c'est plus vis-à-vis du Thunder. En fait, j'ai du mal de faire ce trade pour OKC parce que le contrat est gros et ça t'oblige. J'ai vu des tweets passer des fois où on voyait, s'il lâchait du Lugensdort, des profils comme ça, mais ces profils-là, ils sont importants pour OKC en playoff. Moi,
moi, je suis pas d'accord. Moi, je suis à la place de Sam Presti. Je n'enverrai pas ce genre de joueur pour Cam Johnson. Donc, c'est vraiment plus par rapport du côté OKC que moi, je ne ferai pas le trade. Il y a eu aussi les rumeurs Grizzlies. Mais le problème, c'est que, alors du coup, ça veut dire peut-être que tu envoies Luke Kennard. Mais en tout cas, si tu gardes Luke Kennard, pareil, je vois pas non plus trop l'intérêt. Moi non Et plus. puis le management des Nets et des Grizzlies est fâché depuis le cas Dorian Finney-Smith. Moi, le seul endroit où je le vois, c'est les Kings. Je le vois pas trop au Thunder, pour les raisons que tu as évoquées, Matt. Tout simplement parce que j'ai l'impression que si le Thunder fait ce trade, le Thunder passe dans une nouvelle politique éditoriale. Il passe dans une politique de pari au lieu d'une politique qui, pour l'instant, me paraît une politique très sage. Et j'ai l'impression qu'il ferait un premier pari. On fait un énorme compromis en lâchant un joueur qui est très important dans notre système pour un joueur qui peut nous faire passer à 5% meilleur que ce qu'on est déjà, alors qu'on domine pour l'instant la ligue. J'ai l'impression qu'on rentrerait dans une nouvelle dimension politique du Thunder, et je ne crois pas que ce soit le bon moment. J'ai l'impression qu'il faut quand même aller encore faire une campagne de play-off avant de tenter un gros coup. Et je ne suis pas sûr que Cam Johnson soit pour le coup le gros coup dont a besoin le Thunder. Mais ça, c'est un autre sujet. Si je suis évidemment l'agent, je tente quand même la piste Thunder, parce que se retrouver dans une équipe comme celle du Thunder aujourd'hui, à l'ajouter et dans le contrat que tu as en étant Cam Johnson, je pense que c'est le bon endroit où il faut aller. Par contre, sportivement, je pense que effectivement, je préfère les Kings. Je préfère les Kings pour toutes les raisons que vous avez dites et que je ne vais pas redire. L'intérêt de sa taille défensive et sa capacité à shooter et sa capacité à s'insérer dans des schémas en ayant de l'intelligence et des mains. Donc Cam Johnson, pour moi, ça va être une des pièces que je vais le plus surveiller sur la trade deadline, et je pense que c'est un joueur qui va être chassé. J'imagine bien aussi les Lakers essayer d'aller le chercher, parce que franchement, c'est Taurean Prince en 100 000 fois mieux. Et donc, je pense que les Lakers devraient se pencher sur le sujet. Mais de toute manière, on connaît. Les Lakers, ils vont se pencher sur tous les sujets, et finalement, ils vont continuer avec Gabe Vincent, et ça va être top. Et Cam Reddish. Et Cam Reddish, exactement. D'un cam à l'autre. On enchaîne les enfants, on va sur un autre ailier fort, un joueur que j'adore cette saison, je trouve sa saison vraiment remarquable du côté du Utah Jazz, équipe hipster également. John Collins, dans les petits papiers des franchises à mon avis pour la trade deadline. On est sur un contrat qui finalement est pas petit, hein, John Collins. On est quand même sur un contrat assez balèze, signé il y a quelques années, donc ça représentait encore plus de pourcentage de cap space que ça ne l'est aujourd'hui. Mais John Collins, c'est quand même 26,5 millions de dollars de contrat. Moi, personnellement, je l'envoie aux Pistons, John Collins, en échange de Tim Hardaway et de quelques tours de draft. Pourquoi aux Pistons? Je l'envoie aux Pistons parce que je pense que c'est le joueur qui peut faire basculer les Pistons de la place où ils sont actuellement dans la conférence Est à la place de directement qualifier dans les playoffs. Simplement parce que la dimension physique va leur apporter une stabilité défensive d'abord. C'est un joueur qui a aussi toujours un petit peu de dissuasion parce qu'il a des capacités de contre. On est loin d'être sur un défenseur élite, mais on est quand même sur un défenseur capable. Et ensuite parce qu'en attaque, on est quand même sur un joueur, il me semble, qui est autour des 40% à 3 points, donc davantage de space. Ouais, 45% à 3 points. Il a quand même un volume qui est en plus intéressant. Il peut avoir des chauffes vraiment très volumineuses à 3 points, puisqu'il a fait une série, je crois, où il était à 14 sur 18 en 3 matchs. Je pense que c'est un joueur qui peut être intéressant sans être un énorme pari pour les Pistons. Et comme tu n'en vois que Tim Hardaway Jr., qui finalement est une version un petit peu plus basse en taille, un petit peu moins présente défensivement et qui ne te coûte que 8 millions de moins, alors que les Pistons ont quand même encore beaucoup de cap space à donner, je pense que c'est une situation qui est intéressante. À mon avis, évidemment, le Jazz va demander quelques tours de draft, mais je vois bien les Pistons être capables d'en donner plusieurs au second tour ou de donner des tours qui appartiennent à d'autres équipes dans un échange à plusieurs franchises qui concerneraient des stars ou des superstars de la NBA, comme par exemple Jimmy Butler ou Bradley Beal, etc., etc. Donc moi, ma destination préférée en tant qu'agent pour John Collins, c'est les Pistons. Tu es encore en âge de faire partir d'un projet jeune qui sera ambitieux dans 3 ou 4 ans. Donc j'ai envie de le voir à côté de Kate Cunningham. Alors, la problématique, moi, c'est que j'essaye de pas envoyer tout le temps les mêmes joueurs dans les mêmes équipes. Donc, il faut essayer un petit peu de diversifier. Mais sinon, aux Lakers, il serait très bien. À Phoenix,
il serait extrêmement bien. Ouais, Phoenix, j'en rêve. Je citais une équipe que j'ai pas encore citée, et que par contre vous avez déjà cité, à Milwaukee, à la place de Bobby Portis. Je trouve qu'il serait très 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 intéressant. Je pense que pour le joueur, enfin voilà, t'en as parlé très bien. Je pense que c'est un joueur qui pourrait être un peu comme ce qu'il est à Utah, même si c'est pas toujours le cas, mais un joueur sur lequel tu peux te reposer sur certaines séquences offensivement et sur d'autres séquences offensivement, il va juste être un joueur qui est soit dans le dunker spot, soit qui est dans un corner à shooter à 3 points. Donc moi, j'aimerais bien ce qu'il pourrait faire. Il pourrait permettre un petit peu à Milwaukee pas de jouer poste 5, parce que John Collins, ça fait longtemps qu'il joue plus vraiment poste 5, aussi parce que du côté du Utah, t'as beaucoup d'intérieur, mais je trouve que t'as cet aspect où tu peux le mettre en grand 4 comme Milwaukee aime bien faire. Milwaukee, ça fait des années qu'il joue avec une raquette où c'est très grand de par Giannis, mais aussi avec Portis ou avec Brook Lopez. Financièrement, comme il a une player option à 26 millions la saison prochaine, Milwaukee pourrait retrouver son compte, même s'ils veulent ne serait-ce que dégraisser financièrement. Donc je pense que ouais, Milwaukee, le fit sportif pourrait faire beaucoup de sens, le fit pour le joueur pourrait faire beaucoup de sens, parce que bah, tu serais en gros plus ou moins dans le même rôle dans lequel tu es actuellement à Utah, mais avec de meilleurs joueurs, donc tu pourrais être encore plus mis en avant que ce que tu n'as actuellement, tout en n'étant pas trop pénalisé par ton contrat. Donc pour moi, ouais, Milwaukee ferait sens. Et juste pour rigoler, à Minnesota, je pense qu'il serait mieux que juste Randle dans le rôle dans lequel il est actuellement. Je l'avais dans juste, Minnesota. c'est rigolo de faire, tu fais juste un swap entre Randle et John Collins, t'as deux joueurs qui en termes de profil se ressemblent beaucoup et en termes de contrat ont tous les deux une player option la saison prochaine. Donc je me suis dit, peut-être pas. Mais ouais, Milwaukee, moi j'aimerais bien voir John Collins à Milwaukee, notamment à la place d'un Bobby Portis. Il faudrait regarder financièrement comment tu pourrais agencer ça, mais je pense qu'avec le contrat de Portis et potentiellement pas de Connaughton, je pense qu'en termes salarial ça fonctionne. Donc tu fais ça et tu mets John Collins à la place. Mais parce que tu peux pas. Milwaukee Ah non, est ils sont au-dessus de la seconde approche. Ouais. Donc non, bah, effectivement, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Il faut, ouais, c'est pour ça que je l'ai pas envoyé là-bas, parce que c'était aussi une de mes idées. Mais après, bon, la NBA, nous, on est là, on fait Excuse-moi, Tom. Nous, on fait un podcast. Mais le rôle des agents et des front office, c'est de monter des trades où tout est faisable. Quand je vois ce que Phoenix a fait et que d'autres franchises font, où on se dit que c'est pas possible, moi, je pense que Milwaukee, c'est une très bonne destination pour John Collins. Au front office de Milwaukee de prouver qu'ils peuvent le faire venir. Nous, on est podcasteurs, les gars. On se calme. Matt, tu avais une idée pour John Collins? Ouais, j'avais deux destinations. J'avais les Wolves, ouais. Mais c'est pas ma destination favorite, mais j'avais les Wolves, que c'est vrai que tu fais juste un swap et t'as John Collins qui je pense fit beaucoup mieux, puisque bah il peut jouer off et un peu on-ball. C'est un peu ce qui manque à Minnesota, et en plus il y a la menace du 3 points. Mais moi, ma destination favorite que j'avais mise, bon, c'est encore les Sacramento Kings, mais je trouve qu'il irait bien là-bas, parce que bah comme on le disait tout à l'heure, en fait il y a un manque d'ailier aux Kings. Et je trouve que offensivement, en fait, ce qui serait intéressant, c'est qu'il pourrait un peu prendre le rôle qu'a Aaron Gordon aux Nuggets, c'est-à-dire bah, avoir un peu cette menace de lob au poste 4 avec Sabonis en playmaker. Et l'avantage aussi qu'il a, bah, c'est qu'il shoot aussi à 3 points. Donc cette double menace de 3 points et de verticalité, surtout qu'il manque un peu de pression sur le cercle, je trouve, dans cette équipe des Kings. Donc je trouve qu'il aurait vraiment un vrai rôle là-bas. Et en plus, il est un peu capable d'avoir de la protection de cercle secondaire quand il le veut. Donc ça aussi, je pense que c'est un peu aussi ce qui manque à Sacramento, même s'il leur manque ce protecteur de cercle primaire. Mais au moins déjà, ça t'apportera un peu ça dans ce rôle-là. Ouais, c'est une super destination. Mais les Kings, ce qui est bien, c'est que dans ce podcast, dans cet épisode, je pense qu'on a bien cerné le besoin principal des Kings. C'est de la taille et dans la gestion de la géométrie du terrain, du spacing, avec la capacité peut-être d'être une menace défensive ou d'avoir un playmaking défensif post-dissuasion, c'est-à-dire vraiment dans le bloc et dans la protection pure du cercle. Mais comment ne pas être d'accord avec la destination Kings? Moi, je voudrais revenir quand même sur la destination Wolves. Je pense que c'est mieux pour moi d'avoir John Collins quand t'es les Wolves que d'avoir Julius Randle, et de loin. Parce que joueur beaucoup moins nombriliste, tu perds peut-être un petit peu de playmaking, mais à mon avis, tu gagnes quand même de la régularité à 3 points. 45% quand même. Dans le spacing que tu as perdu avec Karl Anthony Towns, tu récupères pas le niveau et le volume de Karl Anthony Towns à 3 points, mais peut-être que tu réémules une certaine version qui te permet en plus, avec DiVincenzo, de t'y retrouver. Moi, je trouve ça vachement intéressant du côté des Wolves. Franchement, je ne l'avais pas noté, mais je suis très content que vous l'ayez proposé, quoi.
Après, tu arrives dans une situation où là, tu donnes complètement les clés du ball handling à Anthony Edwards. Genre là, Ouais. il y a quasiment plus personne à côté qui est capable de porter la balle. On a vu que cette saison, c'était pas la meilleure situation quand t'avais que Edwards qui portait la balle et dès qu'il y avait une double team, ça devenait très compliqué. Donc là, pour le coup, vraiment, tu donnes full clé du camion à Anthony Edwards, mais à tes risques et périls, j'ai envie de dire. Il est jeune, il a besoin de se développer. Est-ce que c'est pas la prochaine étape? Si, mais en fait, il me fait penser à. Enfin, c'est pas le Michael sujet, Jordan. mais non, il me fait penser à Booker avant l'arrivée de Chris Paul, où il dit j'en ai marre Je connais des pas. double teams et tout là sur les vidéos de précédents. J'ai l'impression qu'il est dans la même situation et qu'il aurait besoin. Ce qu'était Mike Conley en plus, enfin dans un rôle très réduit. Hein, je compare pas Mike Conley et Chris Paul, mais il aurait besoin d'un de Tyus stabilisateur. Jones. Oui. Ouais, non, il aurait besoin d'un stabilisateur au poste de Ouais. meneur qui est capable de porter la balle et qui est capable de créer pour les autres. Mais il avait déjà ça avec Mike Conley l'an dernier. Et Mike Conley est moins fort cette année, mais j'ai l'impression que ouais, c'est ce profil-là qu'il lui faut, que au niveau de son irritement vis-à-vis des double teams, j'ai l'impression qu'il est un peu dans la même situation que Booker avant l'arrivée de Chris Paul. Oui, mais Booker l'était aussi en début de saison et pourtant il y avait Tyus Jones à côté de lui. Pour faire une petite parenthèse sur ce problème de trappe et le problème des double teams avec des arrières qui s'en sortent pas. Moi, je pense que c'est juste parce qu'ils n'ont pas assez de solutions à côté d'eux sur le terrain et je pense que John Collins pourrait être une de ces solutions-là. Et là où Karl Anthony Towns te proposait une solution de taille, parce que c'est plus facile de faire une passe quand tu es doublé en l'air que de faire une passe au sol vers un joueur qui est petit, eh ben, tu te retrouves avec un joueur qui est grand et qui est à 45 degrés et qui attend de prendre un 3 points. Je pense que c'est pas mauvais. Je pense que c'est pas mauvais. Et aujourd'hui, ce joueur, malheureusement, Minnesota ne l'a pas trop, ou en tout cas pas assez pour Anthony Edwards. C'était aussi le cas, à mon avis, de Devin Booker. Et on voit que quand on rajoute de la taille dans le 5 des Suns, aujourd'hui, Devin Booker gère beaucoup mieux les défenses agressives. Alors, pour l'instant, les défenses agressives qui ont été présentées à Devin Booker depuis que Bradley Beal est sur le banc, c'est Washington, les Hornets, les Hawks et je sais plus qui, et Philly. Donc, c'est pas non plus élite, quand bien même Dyson Daniels soit dans une de ces équipes. Mais arrêtons la parenthèse ici, on passe aux joueurs suivants, les enfants. On retourne du côté de Chicago après avoir abordé le sujet de Nikola Vucevic. On part sur Zach LaVine, joueur qui lui aussi, comme Vucevic, réalise une superbe saison et notamment au shoot. C'est vraiment un des meilleurs shooters de la ligue cette saison. On l'envoie où, le petit Zach LaVine? Constant. Vas-y, Matt, Vas-y, Matt. Bon, je vais pas m'étendre sur Zach LaVine, j'en ai pas mal parlé dans les podcasts précédents. Moi, je l'ai envoyé à Détroit parce que moi, j'adore cette destination pour lui, parce que je pense qu'il a besoin d'un playmaker tout simplement à côté de lui. Et en plus, Cade Cunningham a l'avantage d'être un playmaker de grande taille. Et cette saison, il fait une bonne saison défensive, ce que aussi j'ai évoqué la dernière fois dans le 4 quarts. Donc c'est vraiment une destination que j'aime bien. En plus, il peut faire les tâches de playmaking secondaire. Et puis, maximisation du spacing. C'est déjà ce qu'est en train de faire Détroit. Cette année, on le voit, ça marche beaucoup mieux parce que tu as du spacing. Là, au moins, tu as un spacing de folie avec Zach LaVine. Et au moins, quand Cade Cunningham sort du terrain, ou des fois, c'est Marcus Sasser qui reprend un peu les tâches de ball handling. Là, avec Zach LaVine, au moins, tu as un peu plus de compétences. Et je pense que eux qui essayent de faire un push pour les playoffs, avec en plus, on l'a évoqué, à l'Est, c'est compliqué. Un joueur comme ça, au moins, pourrait te permettre de te qualifier directement en playoffs sans passer par les play-in, potentiellement. Moi, Zach LaVine, je l'envoie du côté du Magic. Je l'envoie du côté du Magic parce que j'ai envie de le voir associé à un arrière ou à un meneur extrêmement défensif en la personne de Jalen Suggs. Et j'ai aussi envie de voir cette équipe du Magic que je sens dans le besoin majeur d'avoir du shooting. J'ai envie d'avoir ce joueur qui en plus ramènerait un peu d'expérience avec un peu moins d'ego qu'il y a quelques années dans cette équipe d'Orlando. Et je pense que le fit est parfait. Et en plus, je pense qu'Orlando a tous les assets pour récupérer Zach LaVine. T'envoies Jonathan Isaac, Kentavious Caldwell-Pope et quelques tours de draft. Et à mon avis, tu te tapes Zach LaVine en Floride. Et je pense que c'est de très bon augure pour le Magic s'ils le font. Moi, si je suis l'agent de Zach LaVine, c'est la première destination que j'appelle. Tu restes à l'Est, tu gardes tes repères de confrontation à l'Est, mais tu es dans une équipe où il y a déjà un ou deux joueurs principaux dans laquelle tu peux être l'option 2 ou l'option 3 en fonction des match-ups et en fonction des défenses proposées en face. Et surtout, tu vas vraiment te régaler au shoot.
Si tu gardes cette confiance et cette forme au shoot, tu vas te régaler. Et comme l'équipe ne manque pas de joueurs qui shootent quand même à 3 points et libèrent les lignes de drive, notamment avec Wendell Carter Jr., il y a peut-être moyen pour toi d'accéder en plus au cercle et de faire valoir tes qualités athlétiques que tu as toujours malgré tes blessures. Parallèlement, les Bulls récupèrent Jonathan Isaac. Pour moi, c'est la bonne saison où faire ce trade et se débarrasser de Jonathan Isaac. C'est un joueur qui est unidimensionnel et comme tu as pléthore d'intérieur de qualité, Wendell Carter Jr., Mo Wagner, Goga Bitadze, pour moi, c'est une des plus belles rotations au poste 5, en tout cas à l'Est. Je trouve que c'est pas bête de récupérer un arrière qui en plus a un profil défensif, disons, un peu inférieur à ce que Kentavious Caldwell-Pope te promettait quand il était en provenance des Nuggets. Donc ouais, moi je suis l'agent, je fonce à Orlando, je me mets dans le bureau des propriétaires et du general management d'Orlando et je les force à faire ce trade. Constant, est-ce que tu as une idée pour notre ami Zach LaVine? Ouais, j'ai 2 idées qui ne sont pas dans la conférence Est, qui sont dans la conférence Ouest. J'ai Denver et Houston pour monsieur Zach LaVine. Pourquoi Houston? Tu fais un swap Fred VanVleet, Zach LaVine. Bon, là pour le coup, je pense que Houston passe dans une autre catégorie en termes de comment tu es respecté pour les playoffs. Et puis surtout, Houston, là c'est plus l'aspect front office, mais Houston a déjà prolongé Alperen Sengun, a déjà prolongé Jalen Green et en fait, Fred VanVleet a une team option à 44 millions la saison prochaine. Houston sera déjà au-dessus du cap. Ce qu'il faut, en gros, c'est que tu essayes de valoriser le contrat de Fred VanVleet pour récupérer quelque chose en retour, puisque même si tu n'actives pas sa team option, tu seras déjà au-dessus du cap de par les extensions rookie que tu as fait. Donc, il faut essayer un petit peu de... Ouais. Voilà. Donc, il faut que tu essayes un petit peu de déplacer l'argent et je pense que tu déplaces l'argent sur Zach LaVine. Enfin, ils ont financièrement, juste le swap Fred VanVleet, Zach LaVine, ça fonctionne. Pour les Bulls, financièrement, tu y gagnes parce que du coup, tu peux juste refuser la team option de Fred VanVleet l'année d'après et du coup, tu t'économises 40 millions de salaire. Tu peux envoyer tous les pics de draft que tu veux. Enfin, Houston, ils ont pléthore d'assets. Je pense que ça pourrait faire énormément sens et puis surtout dans une Thompson au poste 1. Voilà, Amen Thompson au poste 1 et puis surtout dans une équipe de Houston qui, malgré tout, a quand même besoin d'autocréation offensive et d'autocréation efficace, parce que l'autocréation de Jalen Green, ouais, il est capable de créer, mais avec un résultat qui est pas forcément très bon en fonction des soirées. Donc, pour moi, Zach LaVine, ça ferait énormément sens et à Denver, ça ferait énormément sens aussi. Alors, financièrement, t'es obligé de faire Michael Porter Jr. plus Zeke Nnaji pour que ça fonctionne. Moi, ma petite idée, ça aurait plutôt été d'envoyer Jamal Murray plutôt que Michael Porter Jr. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Sauf que Jamal Murray... C'est pas faisable cette saison. C'est ce que j'allais dire. Avec l'extension de Jamal Murray. J'allais dire Jalen Murray, je sais pas pourquoi. Avec l'extension de Jamal Murray, tu ne peux pas l'échanger actuellement. Mais c'est juste ma seule problématique, c'est si tu enlèves Michael Porter Jr. pour mettre Zach LaVine, tu perds en taille et déjà que le backcourt, même avec l'intégration de Russell Westbrook, le backcourt de Denver est déjà assez petit, ça me pose des problématiques, mais ils ont besoin de spacing, ils ont besoin d'autocréation. Je pense que LaVine, serait pas parfait, mais en tout cas serait extrêmement bien pour lui et pour la franchise du côté de Denver. Ouais, je te rejoins sur Denver. Le truc avec Denver, c'est que ils sont dans une situation qui est pas tout à fait celle des Suns ou celle de Milwaukee, comme j'en parlais précédemment dans ce pod. Mais ils sont dans une situation où, pour moi, ils feront pas de trade parfait. Ils vont être obligés de faire un sacrifice dans le trade s'ils veulent s'améliorer, et ce sacrifice aura des conséquences. C'est-à-dire qu'au-delà de perdre en plus un joueur que tu aimes bien, tu vas perdre des aspects de ton jeu pour en améliorer d'autres que tu juges peut-être plus cruciaux. Et je pense, comme toi, Constant, que les aspects que tu vas améliorer avec Zach LaVine valent bien les sacrifices que tu vas faire. Donc Nuggets, ça fait sens. Matt, t'avais proposé un truc ou pas encore? Non. Voilà, c'est vrai que ça. C'est vrai que l'idée Houston, j'y avais pas pensé, mais j'aime bien parce que c'est vrai que il y a un manque de spacing et puis le jeu à deux, c'est un peu, je trouve, ce qui manque à Sengun. Il lui manque un peu ce partenaire de hand-off pour avoir un peu ce jeu à deux et se créer du spacing. Là, c'est vrai que Zach LaVine, ce serait parfait. Ouais, il y a un côté Fox Sabonis, quoi, finalement, un peu. Mais, mais façon Houston, quoi. Ouais, j'aime bien aussi. Ou Murray Jokic dans d'autres proportions. On enchaîne, les enfants. Il nous reste 2 joueurs à voir. On retourne du côté... Non, est-ce qu'on est allé du côté de Miami? Non, on a juste abordé l'équipe de Miami comme destination, mais on n'a pas parlé de Miami. On parle de Jimmy Butler, dont on avait fait un podcast, je crois, il y a quelques temps. Jimmy Butler. Peut-être que je confonds avec Valéo, mais il me semble qu'on en avait parlé chez Les Indésirables. Voilà, c'est ça, exactement, les Indésirables. On avait parlé de Jimmy Butler. Vous êtes l'agent de Jimmy Butler, vraisemblablement, vous en avez gros sur la patate.
vous en avez gros sur la patate puisque vous venez de dire à votre client, Jimmy Butler, de se répandre dans la presse pour annoncer qu'il était prêt finalement à partir partout, sauf à Memphis. Moi, le trade que je préfère, c'est le trade qui l'amène à Memphis. Donc, je vous laisse du coup parler, les enfants. Matt, je te vois hocher de la tête. T'es d'accord, Memphis, hein? Ah, en plus, j'allais dire, je vais un peu enfreindre la règle de se mettre à la place de l'agent, mais en tout cas, moi, si je suis l'agent, j'essaie de le convaincre d'aller à Memphis parce que pour moi, je pense que c'est une top destination pour lui dans le sens où Butler, il veut pas encaisser un gros usage en saison régulière. L'avantage avec Memphis, c'est que tu as déjà Ja Morant, Jaren Jackson Jr., Desmond Bane. Donc au moins, il peut se fondre là-dedans et pas non plus avoir un gros usage. Et le truc qui me fait un peu peur avec Memphis en playoff, c'est un peu la création de demi-terrain. Et au moins, Jimmy Butler, il pourra t'apporter ça. C'est pour ça que je trouve que c'est intéressant. Et pour le jeu off-ball, où ça peut faire un peu peur, qu'effectivement, il n'a pas un super shoot, mais Jimmy Butler est excellent dans tout ce qui est cut. Enfin, il est très intelligent pour bouger dans l'espace. Donc, je m'inquiète pas trop là-dessus. Donc, moi, c'est vraiment le pari que je fais. Alors, c'est sûr que pour Memphis, c'est compliqué parce que s'il veut pas y aller, comment... Alors, même si apparemment, il y a eu des rumeurs comme quoi ils pourraient tenter le pari parce que ça leur permettrait ensuite d'économiser du salaire pour prolonger Jaren Jackson Jr. et d'autres joueurs. En plus, bon, ils ont pas mal d'assets à envoyer, mais moi, c'est clairement ma destination favorite pour lui, hein. C'est une destination que j'aime bien aussi, mais je dois reconnaître une chose qui me fait tiquer sur ce plan Memphis, que j'adore, hein, parallèlement et qui est vraiment ma destination préférée, c'est le prochain contrat de Jimmy Butler. Et c'est quand même quelque chose qui est très important dans la tête de l'agent et dans la tête de Jimmy Butler, c'est le prochain contrat. Et c'est la raison pour laquelle ils veulent partir de Miami, c'est que vraisemblablement, Pat Riley a bien fait comprendre que le prochain contrat ne sera pas au tarif demandé par l'agent et par Jimmy. Donc si je suis l'agent, je cherche un endroit où je vais pouvoir trouver un contrat max, quelle que soit la dimension sportive, puisque finalement, j'ai l'impression que Jimmy Butler en est rendu à une situation de carrière où, quel que soit le challenge sportif, ce qui l'importe le plus à l'heure actuelle, c'est la moula. Et du coup, il y a les Suns, parce qu'on a un propriétaire qui est prêt à aligner de la thune comme si il en pleuvait dans son salon. Je sais pas comment il fait, parce que moi, j'ai beau faire toutes les invocations qu'il faut, ça ne marche pas, hein. Mon salon est aride, mais Matisse Bia n'a pas ce problème-là. Constant, on t'a vu dire non de la tête pour Memphis. Tu as une idée derrière le crâne, c'est laquelle? Mais non, mais je suis l'agent de Jimmy Butler. Qu'est-ce qu'il veut, Jimmy Butler? Il veut son contrat max. Quelle est la seule équipe qui va lui donner un contrat max? C'est Phoenix. C'est Phoenix. Donc je suis l'agent de Jimmy Butler, je l'envoie à Phoenix et il n'y a pas d'autre destination. Je ne vois pas quelle équipe donnera un contrat max à Jimmy Butler en dehors de Phoenix. Donc moi, si je suis l'agent, je fais ce qui est le mieux pour mon client. Le mieux pour mon client, visiblement, c'est l'argent. Donc je l'envoie à Phoenix dans tous les cas. Et puis surtout, on peut dire ce qu'on veut, mais Phoenix, Phoenix, là, il végète aux alentours du play-in, mais c'est pas non plus, tu vas pas à Washington en termes de situation sportive. Et je pense d'ailleurs, je sais plus qui, je crois que c'est toi qu'on a parlé, Greg, sur Twitter, je pense qu'on sous-estime quand même l'apport et le bien que pourrait faire Jimmy Butler dans le collectif de Phoenix, surtout en soustraction, enfin en remplacement de Bradley Beal. Donc non, pour moi, il y a pas d'autre destination que Phoenix. Puisque si je me mets à la place des front office, peut-être que je t'aurais dit Memphis, et encore Memphis, j'aime trop cette équipe cette année pour la voir être démantibulée via un trade de Jimmy Butler. Peut-être que ça marchera pas, mais ces Grizzlies sont trop fun à regarder jouer cette saison. J'ai envie de voir ce que ça donne, au moins sur une campagne de playoff avec cet effectif-là et ce schéma de jeu qui est très agréable à regarder. Et puis voilà, je pense que non, dans tous les cas, moi je l'envoie à Phoenix parce que c'est la seule équipe qui va me donner ce que j'ai envie, ce que mon client a envie qu'on lui donne. On part sur le dernier profil de cet épisode. Brandon Ingram, c'est un sacré dossier. C'est un sacré dossier parce que dans une franchise qui est franchement gérée bizarrement, la Nouvelle-Orléans. Ils veulent pas payer, hein. Ils veulent pas payer. C'est pas un marché de free agency très attractif. On n'est pas non plus sur des ambitions débordantes et des choix marqués du côté de la franchise pour essayer des choses. Qu'est-ce qu'on fait? On est l'agent de Brandon Ingram. Qu'est-ce qu'on fait à l'instant T avant la trade deadline là cette saison? Constant, je te renvoie la balle. Moi, j'ai quelques idées pour Brandon Ingram. Je crois que j'en ai une ou deux, mais je vais te laisser donner les tiennes et après je donnerai les miennes. Mais où est-ce que tu envoies Brandon Ingram?
Moi, j'en ai deux destinations. Alors, en fait, les Pels, c'est pas que c'est mal géré, c'est qu'à partir du moment où tu comprends que la franchise veut pas payer, veut pas rentrer dans la taxe, bah, tu comprends du coup, enfin, tout fait sens à partir du moment où tu as l'esprit du front office. Et comme le dit souvent Tom, il y a des moves sportifs où on peut se dire, pourquoi ils font ça? Mais si le proprio il dit on payera pas un centime de taxe, bah, ils paieront pas un centime de taxe, enfin, un penny de taxe. Non, moi, j'ai deux situations. La première, c'est Détroit. Parce que je pense que Ouais, moi aussi. lui pourrait faire ça. C'est encore une fois, si on se met dans son optique de son agent, faut aussi réfléchir à son prochain contrat. Et comme Détroit est une équipe qui a quand même pas mal de cap space, en tout cas cette saison, parce que la saison prochaine, il y aura l'extension de Kate Cunningham qui va kick, donc ils auront moins de cap space. Et toujours est-il que c'est une équipe qui, pour moi, fait sens. Et en plus, tu mets un deuxième ball handler à côté de Kate Cunningham, ça pourrait marcher et pour Détroit et pour Brandon Ingram, où il aurait vraiment de la place pour pouvoir s'exprimer, même si j'ai quand même quelques doutes au niveau pas du spacing, mais on va dire sur la capacité à agresser le cercle. Je me pose quand même des questions sur ce duo-là. En termes de playmaking, tu aurais un boost, t'ajouterais de la taille, t'ajouterais un peu de shooting, t'ajouterais un peu d'autocréation, ce qui manque à Détroit. Et la deuxième destination, c'est Brooklyn. En fait, ma théorie dit que Brooklyn signera Brandon Ingram en tant que free agent l'été prochain, donc autant l'envoyer tout de suite maintenant. D'ailleurs, il y a deux joueurs qu'on n'a pas cités et qu'on aurait pu citer dans l'épisode du côté de Brooklyn, c'est Nick Claxton et Ben Simmons, qui sont deux joueurs potentiellement que tu pourrais voir sur le training block. Mais voilà, je trouve que en fait, Brandon Ingram, si je suis l'agent, je me dis quel est le meilleur scénario où Ingram il peut toucher de l'argent tout en étant mis en valeur dans un projet. Et je trouve que c'est Brooklyn et Détroit sont à des degrés différents parce que les velléités sportives sont différentes, mais je pense que c'est les deux schémas où il peut être le mieux mis en valeur à l'heure actuelle, tout en touchant un bon pactole sur son prochain contrat. Matt, qu'est-ce que tu en dis? Ouais, c'est des bonnes idées. Moi, j'avais les Clippers pour Brandon Ingram. Euh, un peu ce que vous avez évoqué tout à l'heure, en fait, avec Julius Randle. Les Clippers, pour moi, ils ont besoin. Ils ont perdu Paul George, hein, comme on le sait, cet été. Ils sont beaucoup renforcés défensivement. Mais bon, je pense que quand même, pour avoir un bon niveau en playoff, il faut qu'ils retrouvent un troisième joueur capable de ce que faisait un peu Paul George, c'est-à-dire un peu de playmaking, pouvoir avoir cet autre créateur, ce troisième créateur. Puis Tyronn Lue, il aime bien faire ça dans ses schémas, avoir plusieurs créateurs, attaquer les mismatchs. Et je trouve qu'il rentrerait bien là-dedans parce qu'en plus, t'as plein d'assets à envoyer qui jouent pas. Par exemple, PJ Tucker. Je crois dans mon trade fictif, tu perds juste Norman Powell qui fait une excellente saison. Donc, oui, lui, tu le perds, mais tu perds lui et PJ Tucker. Donc, tu perds pas non plus grand chose, entre guillemets, et tu récupères Brandon Ingram, ce qui serait intéressant. En plus, défensivement, avec tout leur profil, je ne pense pas que tu perds. Et au moins, pour les playoffs, ça te permet d'avoir un peu ce trio-là qui peut attaquer les playoffs. Et l'avantage aussi qu'il y a, je trouve, c'est le contrat, parce que finalement, les Clippers, cette année, admettons, ils font les playoffs avec leurs 3 joueurs. Si par exemple, je ne sais pour quelle raison encore, Kawhi se blesse, que ça marche pas, tu peux facilement repivoter sur un nouveau projet. Brandon Oui, Ingram. ou que Harden s'en va à la free agency. Et c'est ce que j'allais dire. Harden prend pas sa player option, par exemple, il s'en va. Brandon Ingram, du coup, tu lui proposes pas de prolongation, il s'en va. Donc, je trouve que même pour les Clippers, c'est un pari qui est intéressant à tenter. Oui, je te rejoins complètement. J'aime bien cette idée du pari sur la dernière année. Et si jamais ça fait pchit, tu peux te retourner vers une reconstruction très rapide. Le problème, c'est que pour aller chercher Brandon Ingram, tu vas forcément y laisser des plumes en termes d'assets, au moins à la draft, parce que je pense que les Pelicans vont être intéressés par ça. Donc tu vas être obligé de lâcher des... De quoi? Quasiment plus. Ils ont quasiment plus d'assets en termes exactement. de tour de draft. Déjà. C'est le seul truc qui me pose problème. Donc pour moi, on serait dans une sorte de trade à 3 ou à 4 équipes dans laquelle les Pelicans récupéreraient des assets d'autres équipes et non pas des Clippers. C'est pas infaisable, mais c'est un boulot d'agent et de front office. Donc c'est à bosser, mais c'est une super piste. Moi, j'avais les Trailblazers. Oui, j'avais les Trailblazers parce que finalement, il y a un intérêt à aller rechercher Robert Williams pour la Nouvelle-Orléans parce que tu as besoin, on l'a dit précédemment, de quelqu'un au poste 5. Robert Williams représente un joueur qui a un potentiel qui n'est pas encore complètement, qui n'est pas encore complètement visible sur le terrain.
pas complètement exploité. Et je pense que la Nouvelle-Orléans pourrait être intéressée à l'idée d'essayer d'exploiter ce potentiel-là dans une sorte de retooling autour de Dejounte Murray, Trey Murphy, etc., Herb Jones. Tu construis une assise défensive avec Herb Jones, etc. Donc, je pense que ça fait sens. Et de l'autre côté, tu envoies Brandon Ingram à Portland parce que tu sais très bien que ça rentre pas forcément dans les plans des Blazers, mais que potentiellement, si les Blazers souhaitent le garder, eh ben, les Blazers ont déjà drafté une, deux, voire même trois avec Shadon Sharp, pièces de reconstruction qui sont déjà intéressantes dans un projet qui est déjà lancé. Donc, tu serais un peu la quatrième pièce de cette équipe-là, arrivée en agrégat un peu à la façon de Shea du côté d'Oklahoma, sans faire offense au grand Shea Gilgeous-Alexander, mais un peu de cette façon-là. Et je pense que ce serait intéressant pour Portland d'avoir ce joueur sur les ailes parce que Tybul, c'est cool, Toumani Camara, c'est cool, mais ça manque quand même un petit peu de scoring. Donc d'avoir ce scoreur entre Klingan et Shadon Sharp et Scoot Anderson, je pense que ce serait intéressant. Et puis t'en discutes. Au moment où il arrive avec l'agent, t'en discutes avec Brandon Ingram et son agent et tu dis est-ce que tu veux rester, est-ce que tu veux pas rester, et tu as encore le choix en tant que Blazers de récupérer le cap space ou de le trader en sign and trade cet été. Je laisse Tom le soin de me dire si c'est faisable un sign and trade cet été pour Brandon Ingram, mais voilà, j'imagine les Blazers comme destination. Je pense que ma préférée, ça reste les Clippers pour le projet sportif, mais je pense que les Blazers, ça fait sens en termes de on fait une étape de 6 mois à Portland et après on avise cet été ou à la fin du contrat en tout cas sur ce qu'on fait vraiment dans cette carrière, quel type de contrat on prend et où. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, je les avais aussi, les Blazers. Après, c'est plus à quel point ils veulent être compétitifs. C'est plus au point de vue de l'équipe parce que du coup, on a quand même l'impression qu'ils veulent jouer la draft. Là, pour le coup, tu prends Ingram. Je pense que tu te retrouves un peu dans le ventre mou de l'Ouest, quoi. C'est un peu le problème. Sur cette saison, tu restes quand même à la draft. Mais par contre, sur la saison d'après, effectivement, pour moi, tu obliges presque Scoot Anderson à devenir vraiment le joueur que tu attends qu'il soit, quoi. Donc, il y a un moyen aussi de mettre la pression sur les jeunes pousses et sur le projet en tout cas de montrer une velléité d'accélération du projet qui, on le rappelle, a déjà deux ans. Donc, il faut que ça commence à mouliner, quoi. Tu veux pas l'envoyer à Utah pour accélérer le projet, là, justement, là? Tu fais le duo, là, sur le backcourt, le duo des ailiers surpayés, j'ai envie de dire, entre Brandon Ingram et Lauri Markkanen, ou le duo des ailiers planchers, parce que c'est méchant de dire qu'ils sont surpayés. Ouais, non, même si c'est pas complètement faux. Mais un duo d'ailiers planchers, comme ça, à Utah, vraiment, c'est parfait. Là, t'accélères le projet. Mais non, mais ouais, je sais pas. En fait, le problème d'Ingram, c'est que t'es dans une situation où, encore une fois, c'est un joueur de plancher, donc tu es obligé de le mettre dans une équipe de plancher. C'est pour ça que les destinations, soit tu le mets à Détroit. En fait, il faut que tu sois une équipe qui ait besoin d'un joueur plancher et qui ait de l'argent pour le payer comme si c'était un multiple star. Donc c'est pour ça que pour moi, tu as soit Détroit, soit Utah, soit Portland ou encore une fois Brooklyn. Brooklyn, oui, Brooklyn. Je suis d'accord. Brooklyn. Et nous en resterons là. On a fini, les gars. C'est la fin de la liste. On termine sur Brandon Ingram. On passe évidemment les salutations chaleureuses à tous les comptes de franchise qui vont écouter ce podcast en se frottant les doigts sur les solutions qu'on pourrait éventuellement apporter à leur idée pour leur futur. C'est quoi votre trade préféré là à l'instant sur tout ce qu'on a proposé? Oh là, attends, on réfléchit. Le Lavine Rockets, j'y avais pas pensé. Le Lavine Rockets. Ouais. J'avoue que je te rejoins, Matt. Je pense que le Lavine Rockets, c'est celui qui me plaît le plus. J'aime bien aussi mon Lavine Orlando, mais j'ai l'impression que le Lavine Rockets, c'est l'option A du Orlando option B. J'ai l'impression que c'est encore mieux, quoi. Genre, si tu peux pas faire Houston, tu fais le Magic. Mais Lavine Houston, attention à l'ouest. Attention Dallas. ouais, c'est seulement. Prends garde, PJ Washington. C'est clair. Là, mais sinon, franchement, le Vucevic aux Warriors. C'est chaud. Franchement, ouais, j'aime bien. Franchement, je trouve que c'est un mariage qui est tout préfet. Ça fait un peu de dire c'est mon idée, j'aime bien mon idée, mais j'avoue que sur le papier, la théorie me hype plutôt bien, beaucoup plus que l'arrivée de Dennis Schroeder.
Bon, dites-nous en tout cas en commentaire sur Twitter et sur YouTube. Parce que Twitter s'appelle toujours Twitter, comme dirait Ben. Et sur YouTube, quel est votre trade préféré? N'hésitez pas à nous proposer aussi vos idées de trade. La semaine prochaine, normalement, dans Dunk Hebdo, on fera une foire aux questions, la FAQ de Dunk Hebdo de mi-saison. Je dis théoriquement parce qu'on ne sait jamais, il peut y avoir un changement de sujet au dernier moment, mais il y a une foire à questions, il y a une FAQ qui se prépare du côté de Dunk Hebdo. Envoyez-nous vos questions par Twitter, par YouTube ou où vous voulez. Et on y répondra, on tâchera de répondre aux plus intéressantes. On fera un tri évidemment sur le volet. Non, c'est pas vrai. On répondra à toutes vos questions. On vous embrasse très fort, les gars. Merci pour ce pod et à très bientôt. Salut. Salut!